Bienvenue dans Papa Parle, le podcast des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux et qui cherchent à avoir un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Aujourd'hui, je suis reçu et je reçois dans l'émission Sylvain Lepoutre, qui est, on peut dire, le youtubeur. Oui, qui a commencé en tant que youtubeur et qui aujourd'hui a une agence qui accompagne les gens qui souhaitent développer leur chaîne YouTube. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Allez, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, si tu devais te présenter un petit peu plus, pour comprendre, déjà, en fait, moi j'ai envie de savoir pourquoi tu en es arrivé à YouTube, qu'est-ce qui t'a attiré dans la création de contenu, et puis ensuite, qu'est-ce qui fait que t'as complètement plongé dedans, parce que maintenant, t'essayes de contaminer les autres. C'est ça, exactement. C'était sur un coup de bol ou un coup du hasard, si tu veux. Ouais. Mais pour la faire courte, on a pas mal voyagé avec ma femme pour son boulot à elle. Okay. Et donc, on est arrivé aux Pays-Bas à un moment. Là-bas, j'avais pas de permis de travail. Je pouvais pas travailler dans ce pays-là, donc je m'occupais de mes enfants. T'es obligé de t'occuper de tes enfants. C'est ça. Et en parallèle, j'avais démarré la photo. Et j'étais, étant très flemmard et n'aimant pas écrire, je voulais pas démarrer un blog. Moi, c'était plus simple d'allumer une cam et de parler, de blablater devant la caméra, plutôt que de rédiger, de trouver des photos, etc. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça, par flemme, en fait. Et l'idée, c'était simplement de documenter mon apprentissage de la photographie. Et en me disant, s'il y a 10 personnes que ça intéresse, parfait, quoi. Et oui, parce que je t'ai surtout connu au départ pour la chaîne, le petit réflexe. Ouais, c'est ça. Quand j'ai vu après que tu faisais code YouTube et puis ton agence, effectivement, en fait, pivoter, oui. Est-ce qu'il a les deux, etc. Mais je te connaissais parce que, pareil, aujourd'hui, on a accès sur YouTube à toute la connaissance qu'on veut, et pour la photo, la vidéo, je suis forcément passé sur ta chaîne YouTube, carrément. Ok, donc toi tu viens de là. C'est intéressant parce que du coup, il y a eu plusieurs chaînes YouTube, il y a des personnes qui viennent de différents... Ah oui, je sais pas si t'en as eu d'autres avant, mais c'était vraiment ça initialement en fait. Ouais, c'était la première vraie aventure, on va dire, et c'est surtout celle où il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire que l'approche, j'y connais rien, mais on va apprendre ensemble, a bien pris, a bien plu en fait à du monde. Et du coup, ça a déclenché plein de trucs. Je me suis rendu compte que ça m'a appris, j'ai pu apprendre la photo beaucoup plus vite. Grâce à la communauté, on a pu se nourrir un peu les uns les autres. Ça donne une certaine responsabilité de prendre la parole en public, en vidéo. Donc tu vas double-checker tout ce que tu vas dire, tu vas essayer de faire des tests un peu plus approfondis, etc. Et puis ça a amené plein d'opportunités pour rencontrer des gens passionnants, une super communauté de photographes, des professionnels, des opportunités même de monétisation, etc. derrière. Et du coup, en fait, l'aventure est cool. En fait, l'aventure, vraiment, j'ai vraiment vécu comme un truc... extra cool, que je continue encore de vivre aujourd'hui avec cette chaîne. Et je me suis dit, je veux aider d'autres gens à faire la même chose, en fait, à vivre des aventures cool grâce à une passion de départ, et juste trouver d'autres gens qui sont passionnés par la même chose, quoi. C'était ça le point de départ. Et le fait de te mettre en avant, justement, est-ce que ça a été un problème? Est-ce que tu avais un tempérament extraverti? Pas du tout. Est-ce que tu as dû te forcer, ou au final, ça a été naturel? En tout cas, la caméra te faisait pas peur? Alors, comme tout le monde, quand on fait ses premiers montages, en particulier, quand tu fais ton montage, tu entends ta voix, tu vois ta tête, tu te dis, mais quelle tête de con, enfin voilà, je veux pas, voilà. Et on est tous passés par ces stades-là, c'est normal. Maintenant, je m'adore. Non, c'est pas vrai. Mais je veux pas. Non, voilà, c'est ça. Mais c'est gênant pour tout le monde au début, c'est complètement normal. Après, effectivement, à force de faire des dizaines et des dizaines de vidéos, on s'habitue. Il y a des personnes qui ont besoin de commencer sans montrer leur tête. Mais voilà, en tout cas, on passe tous par ces étapes-là. Après, moi, de base, je suis un peu plus extraverti quand même, mais je constate que beaucoup de très bons créateurs sur la plateforme sont des introvertis. Parce que souvent, ils ont une pensée très structurée, ils arrivent à dire beaucoup plus de choses intéressantes dans un laps de temps plus court, ils vont moins blablater que moi, par exemple, tu vois. Et donc, en fait, voilà, il n'y a pas un profil type sur YouTube, c'est ça qui m'intéresse aussi. Mais oui, c'était pas trop difficile, en vérité, pour moi de prendre la parole. Le truc, en fait, la vraie raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que je me disais, au pire du pire, personne ne regarde les vidéos, et moi je me serais amélioré en prise de parole. Tu regardes mes premières vidéos, j'ai des tics de langage, désolé pour les gens qui sont sensibles à ça, mais plein de tics dans tous les sens. Et voilà, être bon en prise de parole, c'est un avantage sur le marché du travail. Après, je me disais, au pire, j'aurais appris ça. Et c'était une bonne motivation finalement pour moi de me lancer. Ok. Et quand tu as débuté, parce que tu as débuté il y a combien de temps pour YouTube? Un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans. Et avant, tu faisais quoi? Alors moi, j'ai une formation ingénieur. Et donc, il y a le côté structuré quand même d'ingénieur qui... Ouais, et puis test en permanence, etc. Et depuis toujours, j'ai voulu monter ma boîte.
Donc en fait, Ok. quand on était aux États-Unis avec ma femme, j'avais fini par monter une boîte là-bas, une petite boîte que j'ai emmenée ensuite aux Pays-Bas. J'ai continué de la développer et dans le même temps, j'ai démarré ma chaîne YouTube en fait. Ok. Et cette petite boîte n'existe plus aujourd'hui, mais la chaîne YouTube a pris le relais de cette espèce d'aventure entrepreneuriale. Et c'est pour ça aussi que c'était moins compliqué pour moi au moment où j'ai lancé mon agence et mon activité pro autour de YouTube, parce que quelque part, j'avais déjà monté quelques petites aventures entrepreneuriales avant, quoi. Et comment, quand tu as débuté, est-ce que tu as eu des frictions? Alors, où il y a le fait de se mettre en avant, se filmer, mais après, la notion de réseaux sociaux, de diffusion, est-ce que ça a été compliqué de comprendre un peu les codes? Parce qu'aujourd'hui, tu te veux expert de ces codes-là par rapport à YouTube, etc. Est-ce que, par exemple, tu as été chercher de la connaissance aux États-Unis? Souvent, ils sont un peu en avance par rapport à nous. Comment ça s'est passé? Après quelques années, oui. C'est-à-dire Ok. que il y a 10, même peut-être 11 ans maintenant, au moment où j'avais lancé cette chaîne, honnêtement, je faisais partie des 3-4 premières chaînes sur la photo en France. Oui. Donc, en fait, il n'y avait pas besoin de faire grand-chose. Tu sortais une vidéo, il y avait les passionnés la Ouais. regardaient, et puis voilà, c'était assez simple en fait. Mais effectivement, après, il y a eu une période où je me suis dit, est-ce que je peux vivre de cette chaîne photo? Et donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à tous les moyens, soit de faire de l'argent, monétiser l'audience, soit de faire en sorte d'avoir plus de vues, parce qu'évidemment, quand tu développes ta chaîne, ça t'amène plus de gens, plus d'opportunités, etc. Et c'est là que j'ai commencé effectivement à suivre des personnes aux US qui avaient quelques années d'avance sur des podcasts, sur des chaînes YouTube qui donnaient des conseils youtubeurs, etc. Et en voyant que ça n'existait pas en France, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, je me verrais bien être cette personne-là. Et c'est là où j'ai lancé mon autre activité. Il y a eu tout un imbroglio, que je vais te passer les détails, qui fait que j'ai lancé cette activité, donc qui était d'abord une chaîne qui s'appelle Le Coin des Youtubeurs, Mhm. qui a fait que j'ai lancé une activité de conseil en développement d'audience YouTube. Euh, C'était encore une fois lié à notre projet de famille. C'est-à-dire on devait partir ailleurs en France. Et en gros, mon rythme de vie, c'est pour ça qu'on va arriver très Ah vite sur oui, des sujets on va très vite, perso, je ouais, c'est pense, mais cool. j'avais un rythme de vie où j'avais un boulot la journée. Donc j'avais 1 heure de bagnole pour aller au boulot le matin, 1 heure pour rentrer le soir. Travail de cadre, donc tu comptes pas trop tes heures. Tu rentres à la maison à 20h, tu essaies de passer un tout petit peu de temps avec tes enfants, de manger. Après, j'ai ma chaîne YouTube photo à développer. Et en gros, ce rythme de vie n'était pas tenable. Et quand on a su qu'on allait normalement déménager pour le boulot de ma femme, j'avais 2 choix. Soit full YouTube, soit j'arrête tout YouTube. Mhm. Et c'était vraiment comme ça. Et donc, j'ai pris la décision à ce moment-là de dire full YouTube. Donc, je ne me vois pas vivre de la photo à ce moment-là. Donc, je lance une nouvelle activité sur YouTube. Donc, une nouvelle chaîne YouTube à rajouter à tout ça. Voilà. Et donc là, c'était l'enfer pendant 6 mois. Ok. Mais c'est ça qui a lancé le truc, quoi. Allez, on va faire un cas d'usage si tu es d'accord. Vas-y. J'avais ça en tête. Et pour qu'on comprenne finalement bien quelle est ton activité aujourd'hui, qu'on comprenne mieux où tu interviens, à quel moment et qu'est-ce que tu apportes en fait comme jus de cerveau, etc. Euh, Par hasard, quelqu'un aurait une chaîne qui s'appelle Papa Parle, Au pif. au pif, quoi. Mais, et qui vient te voir en disant, bah voilà, je souhaiterais développer mon audience, développer ma chaîne. Quelles vont être tes premières questions? Déjà, est-ce que je suis un potentiel client? Est-ce que, par exemple, tu filtres un peu? Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu regardes avant? Et après, quelle est un peu la feuille de route, si on veut bosser ensemble? Ouais. Bah, en fait, c'est quelque chose qui s'est assez éclairci. J'ai testé pas mal de choses ces dernières années. Donc déjà, oui, on filtre un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit dans la phase d'audit ou dans la phase d'accompagnement, on est tellement impliqué avec les créateurs qu'on accompagne qu'il faut qu'on croie au message de la chaîne. Il faut qu'on soit vraiment à fond derrière. Parce qu'on est vraiment, pour nos clients, on est vraiment à fond quand ils sortent une vidéo et qu'elle devient virale, on Stresser avec eux, saute quoi. au plafond, quoi, Ouais. tu vois. Et quand ça marche pas, on est dégoûté pareil, tu vois. Donc pour moi, il y a vraiment 2 catégories pour lesquelles je me refuse, moi, à titre personnel, d'aller là-dedans. C'est les personnes qui sont motivées que par l'argent. C'est-à-dire Ok. qu'il y a des personnes qui se présentent, ils disent Salut, je m'appelle Jean-Jacques, je fais 2 millions par an. C'est comme ça qu'ils se définissent, tu vois. Ok. Et tu te dis bon, je vais regarder leurs vidéos quand même, parce que des fois, il y a des personnes qui parlent d'argent, mais qui en même temps apportent de la valeur et des trucs intéressants. Mais si je regarde toutes leurs vidéos, que je me dis je comprends pas pourquoi les gens regarderaient ça, j'aurais du mal à m'impliquer pour aider cette chaîne à décoller. Et après, mais ça c'est plus pour les questions de conviction personnelle, ma femme est chercheur, j'ai une formation scientifique, donc tout ce qui est pseudo-science, tous les trucs qui me semblent un peu dangereux pour la société. J'ai vu quelqu'un qui avait une chaîne de numérologie, par exemple, qui te lit un peu ton avenir grâce à des chiffres, etc. Moi, à titre personnel, je me refuse d'aider ce genre de trucs à tes décoller. valeurs, faut que ça Bah adhère. oui, Ouais, bien sûr. évidemment. Donc voilà, ça c'est ma petite sensibilité, mais j'ai aucun problème si quelqu'un de l'équipe est OK pour accompagner ce type de personne, voilà, pas de souci.
Mais voilà, donc on filtre comme ça, on a la chance de pouvoir filtrer parce que on a pas mal de clients qui arrivent et donc c'est une chance, mais en même temps, c'est ça qui rend l'activité cool. C'est-à-dire que dès le moment où tu es obligé d'accepter des clients qui t'as pas envie de bosser, finalement, à quoi bon être entrepreneur, tu vois, Ouais, je suis d'accord. finalement. Mais c'est une chance quand même à avoir. Il y a des entrepreneurs qui sont tellement à la limite que des fois, tu dois faire un peu des concessions, c'est normal, quoi. Donc voilà. Et ensuite, dans le process, si tu as une chaîne YouTube qui existe depuis longtemps, que tu as déjà commencé à créer un peu des concepts de vidéos, etc., on va te faire ce qu'on appelle un audit. Donc là, c'est un gros process qui nous prend une dizaine de jours à faire. On se base beaucoup sur la data. Donc on va extraire toutes les données de ton YouTube Studio. Il y a énormément de données derrière. Et on passe tout ça à la moulinette. On analyse, on compare avec les centaines de chaînes qu'on a déjà analysées auparavant. Ouais. Et on te dit à la fin, par rapport à ce que tu veux faire sur YouTube, parce qu'on veut tous faire des choses différentes, par rapport à tes objectifs, voilà où tu te situes, ça c'est tes forces, ça c'est tes faiblesses. Et voilà là où voilà ta to-do en gros pour relancer ta chaîne, basée sur la data existante. Donc sur ce que dit ton audience et ce que disent déjà tes contenus. Là, il y a le côté, on va dire, c'est une approche plutôt ingé, quoi. Totalement ingé, la Carrément. data et tout ça, data-driven, voilà. Ok. Parce qu'en fait, tu as pas mal de gens qui vont donner des conseils YouTube, mais qui vont en gros appliquer la même méthode à tout le monde. Oui, puis des fois au feeling, ou des fois... Alors voilà, il y en a qui sont au feeling, et puis tu en as qui disent ça a marché pour moi, Ouais. donc je vais expliquer aux gens comment faire comme moi. Et sauf qu'en fait, il y a vraiment tellement de situations différentes que c'est rarement applicable. Je suis bien d'accord. Et donc l'autre approche, c'est les personnes qui n'ont pas encore démarré de chaîne YouTube ou qui ont juste publié quelques petites vidéos. Là, c'est plutôt des boîtes en général, des entreprises. Ouais. Et là, on leur construit une stratégie de contenu. Donc on passe beaucoup de temps en rendez-vous préliminaire pour bien comprendre leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir avec leur chaîne, etc. C'est pas toujours clair de leur côté d'ailleurs. Donc on leur triture un peu le cerveau pour vraiment comprendre. On leur pose 5 fois le pourquoi, etc. Quand tu bosses avec des boîtes, t'as pas affaire qu'à une personne souvent. Non. Et c'est des fois, enfin la difficulté que je peux avoir avec Peps Media, moi je crée de la vidéo en fait pour des sociétés, TPE, artisans. Et quand bien même il y a un patron, en fait, il y a des fois quelqu'un qui est un peu responsable de la communication, etc. Et on se rend bien compte que quand on touche à la communication et qu'on veut clarifier tout ça, finalement, on va aller toucher à des choses beaucoup plus profondes de la boîte, où on se rend compte que même leur message général n'est pas toujours hyper clair, et c'est ça des fois qui bloque l'évolution avant même de créer du contenu. Oui, c'est ça toute la difficulté, c'est que en termes de com, YouTube, pour une boîte, c'est un peu le mouton noir. Mais pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est très chronophage. Ouais. Donc, le CEO de la boîte ne peut pas tout seul assumer la responsabilité de ce truc. Mais en même temps, ça implique 100% l'image de la boîte. Et donc, le CEO a besoin d'avoir un droit de regard dessus. Ah oui, Contrairement à une campagne pub que tu peux faire qui va juste toucher un axe de ta boîte, là, c'est l'entièreté de l'image de ta boîte. Et donc, en fait, c'est là où il y a des petites stratégies à mettre en place. Mais nous, on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui ait une certaine autonomie quand même sur la création de contenu dans la boîte. Oui, c'est ça la différence entre YouTube et d'autres réseaux. Enfin, ils appellent ça evergreen, c'est-à-dire que YouTube, ça reste, quoi. Ouais. Il y a des vidéos qui, des fois, reviennent un an après, où on peut aller les retrouver, etc. Contrairement à sur Facebook, Insta, où c'est un peu un flux continu, puis ça passe après aux oubliettes, quoi. Donc finalement, tu fais une petite erreur ou tu as un peu mal fait passer le message, etc. Effectivement, 2 jours après, plus personne ne le voit, donc c'est pas grave. Sur YouTube, il y a un peu ce côté, ouais, t'as raison. Le côté, Ça reste gravé, quoi. Ouais. Ok. Donc voilà, donc pour les boîtes, on va construire une stratégie de contenu, donc on se base un petit peu sur ce que vous voulez faire. Voilà d'autres modèles qui existent aujourd'hui, voilà de quoi on peut s'inspirer. On va vous faire une promesse, une proposition de valeur pour votre chaîne YouTube. Il faut qu'il y ait une ligne éditoriale très claire. Et ensuite, voilà donc les formats de vidéos que vous allez pouvoir faire et comment, phase 1, phase 2, phase 3, comment vous allez atteindre vos objectifs. Est-ce que vous allez jusqu'à aider au script, par exemple, des vidéos? Alors du coup, après, ça c'est la deuxième partie. Deuxième étape, Une fois ok. qu'on a fait cette strat ou l'audit, soit ils font tout seuls de leur côté, Ok. soit on peut les aider à faire dans le quotidien. Et c'est là où, pour le coup, on est passé d'une agence où on faisait un peu à leur place à une agence où on les aide à apprendre. Parce qu'en fait, typiquement un script de vidéo, effectivement, si on veut des bons scripts de vidéo, il faut que la personne qui présente mette sa patte dedans. Faut qu'elle s'implique. Et faire totalement déléguer un script, c'est hyper compliqué en fait en vrai. Et donc en fait, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on agit que sur ce qui va payer le plus en termes de YouTube, c'est-à-dire trouver le bon angle pour la vidéo, comment on intéresse les gens à ce sujet-là. Ça, c'est l'air de rien, c'est un vrai métier. En gros, c'est un métier qui est pas vieux comme le monde, mais qui a au moins 500 ans. C'est le métier de trouver les bons titres pour les journaux, par exemple. Quand tu as un magazine ou un journal, le titre, on sait bien qu'il y a une science derrière. Donc nous, on a développé cette partie-là pour la partie YouTube. Et en vrai, on s'éclate dans cette partie-là, moi j'adore. Donc l'angle, le titre, la miniature, donc ils vont jouer sur le taux de clic de la vidéo, qui est ultra important sur YouTube. Et l'accroche, les premières secondes de la vidéo, comment on arrive à convaincre les gens que cette vidéo vaut le coup d'être regardée jusqu'au bout, plutôt que de quitter et de regarder autre chose.
Et donc, en fait, le reste du script, nous, on le relit vite fait. On regarde si les grandes parties vont bien ensemble, mais on va pas réécrire des parties entières du script. On se focalise vraiment à fond sur Ouais. l'accroche, l'angle, etc. Donc ça, c'est une partie. Après, petite miniature, finalement, là, on les fait pour nos clients parce qu'on a la chance d'avoir Laurine qu'on a recrutée qui est excellente là-dedans et qui est une créative, en fait. Donc, contrairement à beaucoup de mini-makers, plutôt que de lui... Mini-maker, c'est un métier de gens qui sont payés pour faire des miniatures YouTube. Et ça, c'est un truc maintenant qui est intégré, qu'on comprend. Ouais. Enfin, qu'on comprend quand on est Pas dans le tout le milieu. Mais oui, c'est un truc de se dire, il y a des gens qui font juste ça. Ouais. Mais là, les chiffres le montrent. Le thumbnail, la miniature, elle est primordiale pour que les gens cliquent. C'est la différence entre une vidéo qui peut faire 1000 vues et une vidéo qui va en faire 150 000. Ouais, ça. Donc, oui, Ouais. bien sûr. Oui, parce que on peut tester aussi des miniatures, j'imagine, pour voir laquelle fonctionne le mieux, etc. Ouais. Donc voilà, elle agit beaucoup là-dessus et donc tellement forte qu'on l'a recrutée très vite en CDI, quoi. Et c'est vrai que les mini-makers habituels, en fait, ils disent qu'est-ce que tu veux que je te fasse sur ta miniature, et c'est des graphistes, donc ils ont fait un truc super beau, mais qui n'est pas forcément efficace en termes de clics. Là où elle a les mécanismes un peu de biais cognitifs qui font que les gens vont être un petit peu attirés, qui ne sauront pas résister, en fait. Et ça, c'est fort, et c'est du coup un combo petite miniature. On a des monteurs avec qui on bosse, mais c'est pareil, le montage, c'est pas là où on apporte le plus de plus-value. Et on a beaucoup de nos clients qui ont leur propre monteur, donc on peut les former, on peut les accompagner à améliorer leur montage, mais on a arrêté la partie où on se mettait en intermédiaire entre le monteur et le client, par exemple, parce que là, on n'apportait pas beaucoup de plus-value. Et puis, les choix de sujets, comment les programmes, et puis on a évidemment tout un dashboard pour suivre tout ça. Donc là, on est vraiment dans le quotidien des créateurs de contenu, on est un peu les compagnons des compagnons de route, quoi, si tu veux. Et ça, c'est assez chouette. Et ok. Et là, dans le cas si on reprend le cas de Papa Parle, justement, je suis dans cette problématique, peut-être de la ligne éditoriale, où au départ, c'était axé uniquement en paternité. Là, maintenant, je le vois un peu plus comme du building public, et j'intègre cette grosse part de moi qui est l'entrepreneuriat et ma société. Et tu vois, là, la première question qui vient, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je scinde, puis je fais Papa Parle, et puis un autre truc? Ou est-ce que tu crois que ça peut exister avec cette idée que, des fois, c'est bien de, comment dire, je serai le 101e papa à parler de paternité, est-ce que ça peut pas être intéressant de le plugger à un thème particulier pour aller chercher une niche plus spécifique, quoi. Après, il te manque sûrement des données, parce que mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la ligne édito n'est pas claire. Oui. La ligne éditoriale n'est pas bien définie. Parce que soit tu te dis effectivement non, je veux rester sur les notions de paternité avec un petit angle versus le monde du travail, c'est-à-dire pas que paternité toute seule, mais en gros la paternité pour les gens qui ont un boulot prenant. Alors, si on définit le truc comme ça, donc ça peut être un petit angle particulier de la paternité dans lequel quand même pas mal de gens se reconnaissent, donc ça peut être intéressant. Mais si après tu veux plus se faire en building public, là faut shifter un peu la strat et partir sur une stratégie plus de personal branding. Peut-être Pierrick, on en avant, peut-être, possiblement. Et là, il y a tout est à imaginer. Et là, je te connais pas toi assez, bien sûr, pour savoir sur quelle ficelle on va tirer en fait. Mais il faut qu'on en trouve quelques-unes. Tu peux pas. C'est ultra rare aujourd'hui des créateurs de contenu qui arrivent à percer sur la plateforme en disant. En fait, moi j'aime bricoler, mais j'aime aussi faire des randos et puis j'aime cuisiner. Et il se trouve que mon boulot est passionnant. Et je veux parler de tout ça sur ma chaîne. Ça, c'est pas trop la bonne approche. Oui, je comprends. Donc, ok. Oui, il y a toujours un truc de toute façon. Là, je pense à Théo Lyon où le fil rouge, c'est quand même le développement de sa boîte et le côté entrepreneurial, même s'il parle beaucoup de lui et de son propre scale à lui, il y a aussi ce phénomène-là. Ok, très bien. Bon, je suis pas sorti de l'auberge. En fait, c'est surtout de faire des choix. C'est surtout ça qui est compliqué, c'est vraiment quand tu fais une chose, c'est-à-dire que tu abandonnes quelque chose. Et j'ai ça. Mais on va le voir aussi, même sur le côté vie perso, vie pro, etc. Et donc, tu suis plusieurs clients, j'imagine. Oui, bien sûr. Ça veut dire que tu as mis en place des process, tu m'as dit que tu as des dashboards, etc. Ça prend du temps réel, et puis ça prend de l'espace dans ta tête. Et moi, ma question, parce que on va dire, à moindre mesure peut-être, mais j'ai un peu ce même cas où je suis plusieurs clients, et si je suis honnête, j'arrive pas à le mettre de côté quand je passe à autre chose, quand je passe à la vie perso, etc. Est-ce que toi, tu as trouvé des solutions?
Comment tu mets en place ça? Comment tu arrives à scinder un peu les choses? Excellente question, évidemment. Après, il y aura peut-être pas de réponse Je pense, parfaite, hein, non, mais en fait, je pense avoir de la chance et peut-être être assez bien équipé pour ça. Je sais pas ouais, trop d'où ça vient, OK. mais je crois que j'ai quasiment jamais eu de mal à m'endormir le soir après le boulot, tu vois? Ah oui. J'ai pas ces Mmh. idées qui tournent en rond dans ma tête. Je me souviens d'un moment où c'était le cas, c'était quand je devais choisir le nom de ma boîte au tout début. Tu sais, le truc qui tourne en tête, mais c'est pas le bon nom, et cetera. Tu as Oui. l'impression que les 20 prochaines années de ta vie dépendent du nom de ta Ouais, boîte, alors ouais. qu'on s'en fout complètement. Voilà, ça a aucune importance. Mais c'était les seules fois où vraiment ça tournait dans ma tête, ça m'empêchait de dormir. Mais en vrai, là, non. Alors c'est aussi la chance d'une boîte qui se porte bien. C'est-à-dire qu'on a des super feedback clients, on s'entend bien avec nos concurrents, et cetera. On est potes. Enfin, tu vois, Mmh. il y a un côté comme ça. Il y a pas de sale coup, il y a pas de voilà, financièrement ça va. Enfin, tu vois? Donc on est, ouais, demain, les finances se cassent la gueule et je me dis que peut-être dans 3 mois, il va falloir que je vire quelqu'un, licencié, et cetera. Je pense que j'en dormirai pas, tu vois? Clairement. Mmh. Mais tant qu'on arrive à rester dans cette zone où en fait on se dit: «Ça va, c'est géré, je m'éclate dans mon boulot tous les jours, les clients nous font des retours qui montrent qu'on fait du bon boulot», bah, en fait, pas de raison d'en stresser. Donc j'ai cette chance-là aujourd'hui. Après, Heu, au-delà du côté potentiellement stressant, ouais, où tu t'inquiètes, est-ce que je vais faire le CA qu'il faut, et cetera. Mais moi, je pense que ma problématique elle est plus sur le côté créatif ouais. et justement Bah, oui. l'enthousiasme que j'ai à faire ce truc où, je le disais dans un autre podcast avec Adrien, où en fait, moi, quand je vais bosser, je vais jouer. Oui, Vraiment, je oui, totalement, je vais totalement. jouer et donc j'ai toujours envie d'aller jouer Ouais, et j'ai toujours une idée de: «Tiens, je pourrais faire ça», mais avec vraiment enthousiasme et c'est vrai que j'ai du mal vraiment à décrocher, en fait, je sais pas si toi tu as ce phénomène-là aussi où j'ai beau mettre très haut dans les priorités, on en parlera, mes enfants, ma famille, bah, je peux être en train de jouer avec mes enfants et poum, j'ai une idée qui ouais, vient, mais même parce que le jeu me fait penser à ça, en fait. ouais, bien sûr. Ouais, ton cerveau, il est tout le temps, en veille et Ouais, ouais, il attend enfin, j'ai l'idée, ouais. l'impression que c'est impossible, en fait, de Ouais, mais oui, mais ça me dérange pas plus que ça. OK. Ça perturbe pas l'expérience du jeu avec les enfants et tout ça, tu vois? Et maintenant, il y a aussi le fait que je suis plus tout seul dans cette aventure. Mmh. Donc, d'être avec, donc Mathieu et Laurine, mais en particulier Mathieu, avec qui on s'entend super bien et qui a vraiment une personnalité très complémentaire de la mienne. Il me recadre pas mal sur ces trucs-là OK. et rien que de voir que lui a un rythme de vie un peu plus sain que le mien, ça me donne un truc vers lequel tendre. Enfin, tu vois, c'est, l'air de rien, je trouve dès le moment où tu as d'autres gens dans ta boîte, OK. ça te permet de calmer un peu le jeu des fois et des fois, c'est eux qui te disent: «Non mais là Sylvain, arrête un coup, va prendre l'air». Enfin, tu vois, c'est un peu eux qui vont des fois te recadrer. Alors que quand tu es tout seul, des fois tu t'emballes tout seul, quoi. Ah oui, Justement, oui, tu as personne pour te cadrer un peu carrément. et généralement, ta compagne, tes enfants et cetera sont pas forcément les bonnes personnes pour te recadrer parce qu'ils ne sont pas dans ton quotidien d'entrepreneur. Donc je comprends là d'où tu viens. Moi, encore une fois, pour l'instant, ça va plutôt bien de ce côté-là. Le seul point où sur la partie créative, ça m'impacte, c'est sur ma propre création de contenu. C'est-à-dire que dans notre boîte, on a intérêt à créer du contenu, c'est ça qui fait venir des clients. Donc déjà, Ouais. pour la chaîne photo, mais parce que c'est un truc qui tourne un petit peu de son côté. Mais sur le coin des youtubeurs, qui est la vitrine de ma boîte, si j'arrive à sortir une vidéo tous les 2 ou 3 mois, c'est beaucoup. Alors que j'ai des clients qui sont autant pris que moi, voire plus, Mmh. et on met en place des process pour qu'ils sortent une vidéo par semaine. Et je Le n'arrive pas à cordonnier à plus mal m'appliquer à moi. chaussé, quoi. C'est C'est ça. ouais, Mais ça me frustre un petit peu, mais c'est toujours le truc qui passe en dernier. On s'occupe des clients. ouais. En plus, on vit les shots de dopamine et tout ça, des vidéos qui décollent grâce Oui, aux clients. finalement, Donc finalement, j'en ai plus vraiment besoin pour moi, mais je sais que c'est nécessaire quand même, tu vois? Donc bon, là, c'est la petite frustration de pas pouvoir encore, mettre le paquet là-dessus. Donc par exemple, Code YouTube, qui est le podcast qu'on gère avec Mathieu, c'est Mathieu qui est aux manettes. C'est Mathieu qui mmh. est aux commandes. Mathieu, il trouve les sujets, il me dit: «Tu réserves ton mardi matin», c'est mis dans l'agenda. Je me pointe, comme une fleur et hop, il lance sa discussion et on est parti sur Code YouTube. Donc comme j'ai pas d'espace mental Oui, à consacrer à ça, ça se déroule tout seul. il y a la notion de délégué, quoi, Ouais, qui est hyper importante, ouais, c'est ça. mmh. Ouais, Je sais ouais. pas si ça t'aide un peu, mais Si, en tout si, non, cas, mais si, si, en fait, c'est que je suis en train de réfléchir à trouver toutes les process possibles ou, aides ou délégués, pour faciliter, mais que ce soit au niveau pro, au niveau perso. Là, récemment, je suis en train de j'essaye de trouver un truc, là, je pense que c'est pas trop mal, où, bah, tout simplement pour la comptabilité de la boîte, je passe par Dougs. Voilà, OK, qui je trouve d'ailleurs leur chaîne ils très, font très une bien. production qui est Ouais, incroyable. donc ce compta très bien. C'est phénoménal et je sais pas, il doit y avoir beaucoup de gens derrière pour et leur outil est très bien
Et en fait, il y a aussi, comment je me suis renseigné auprès des assistantes virtuelles. Et en fait, en mixant les 2, Ouais. je pense que je vais réussir à arriver à peu près à 3 minutes de comptabilité par mois. Bien, c'est bien ça. Ah voilà, il y a ce truc-là où voilà, je donne un peu les clés et la personne fait la ventilation et amène le truc. Donc, ça, je me dis, tu vois, c'était une réflexion que j'avais par rapport à papa, le fait d'être chef d'entreprise, d'être papa, de trouver, ça pourrait être potentiellement un axe de trouver tous les hacks de vie Ouais. qui permettent de se simplifier la tête et de réduire la charge Gagner une mentale. demi-heure là, gagner 1 heure là, et surtout gagner en to-do list dans ta tête. Ouais, c'est Le ça. truc que tu dis, ça, c'est pas ma responsabilité, c'est quelqu'un d'autre qui gère. Mais Et quand ouais. bien même les trucs seront en route, il y a encore ce réflexe qui reste d'y penser. Ouais. Faut presque un moment pour que la locomotive ralentisse et qu'on arrive à lâcher le truc. Bah là, je te Mmh. cache pas que, alors, j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, mais pour moi, c'est vraiment le fait de se structurer en entreprise et avoir des salariés Mmh. qui peut t'aider à totalement sortir le truc de ta tête. Je bosse avec des super freelances, c'est-à-dire des freelances qui génèrent des gros chiffres d'affaires Ouais. et qui finalement sont tout seuls dans leur business, mais sont entourés de plein d'autres freelances. Ils ont toujours cet espace mental. C'est impossible de déléguer à 100% un truc à un prestataire ou à un freelance, parce que, in fine, c'est toujours toi le responsable. Alors que dès le moment où tu as un salarié, tu peux lui donner 100% de la responsabilité. Si jamais il se plante, enfin, je sais pas comment dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, parce qu'on on m'a demandé souvent pourquoi tu bosses pas qu'avec des freelances. Financièrement, c'est beaucoup plus, Oui, ça doit plus être rentable, rentable. etc. Mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, du moment où je leur ai proposé un CDI à Mathieu et Laurine, ça a fait un switch. Je devais plus, un truc tout con, je devais plus me demander comment je limitais le temps de travail chez eux. Je me disais pas comment je fais en sorte que Laurine, que je fais bosser 4 heures, je la fais bosser 3 heures. Mais c'était à l'inverse. Là, j'ai quelqu'un qui a 35 heures par semaine et qui a telle compétence, qui a envie de faire tel truc, envie de faire Mmh. En fait, ça t'ouvre plein de trucs géniaux et que tu dis, Laurine, ça te botte ce projet-là? Ouais, carrément. Ok, vas-y, t'es responsable, tu gères le truc, tu m'appelles si t'as besoin de moi à un moment. Vas-y, lâche-toi, quoi. Tu vois, il y a ce côté-là que tu ferais jamais avec un freelance, parce que le freelance, c'est toujours en train de retenir, d'essayer d'optimiser, d'utiliser moins Ouais, je son vois ce temps. que tu veux dire. Ouais, ouais, beh, je pense que ça dépend des tempéraments quand Ouais, même enfin, tu as l'air d'accepter de lâcher ouais, le truc. Parce que j'ai vu des clients où malgré tout, avec des employés, ils étaient quand même contre ouais, le fric ouais. et il y avait ce truc de: «Bah, je le paye tant, donc faut optimiser, 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 optimiser», quitte à les pressuriser et il y a quand même ce truc de Mais c'est totalement une question de tempérament. ouais, J'ai des amis à moi qui ont démarré une agence, etc. et qui ont dit ça me correspond pas du tout. J'ai tout fermé, je suis reparti tout seul. ouais, Je peux tout gérer, je peux tout contrôler. Ça dépend vraiment de la personnalité, c'est sûr. ouais, ouais, ouais. C'est là, je commence à vivre ça donc parce que là, j'ai intégré un alternant dans ma boîte, depuis septembre et au début, c'était très, même mon père était ouvrier, ma mère était salariée, donc j'ai jamais vécu ce truc-là. Je me s'en rendais pas compte. J'étais pas mal à l'aise, mais tu sais, c'est très, très bizarre de donner des directives, en Oui, fait. ouais, C'est très, très bizarre, il y a elles avaient du sens pour moi, c'était normal et cetera et tu vois, je ne sais pas encore bien me situer par rapport à la personne que je paye, en fait. ouais. C'est assez, bizarre, tu vois? Je pense que je fais un peu l'erreur de vouloir être trop cool, tu vois, quelque part. Bon, il en profite pas, c'est cool, ça se passe très bien, voilà. Mais, c'est un truc bizarre, en fait. Ça crée forcément une hiérarchie, ça crée, je sais pas comment toi tu vis ça, en fait, Ben, dans ta boîte? je pense que, un peu comme toi, j'ai tendance à faire en sorte que. Alors déjà, on est tous en remote, on bosse tous Ouais. à distance. Donc, je suis obligé d'avoir des gens qui sont responsables et qui prennent Oui, de toute façon, tu dois leur leur faire vie confiance, pro en main. Voilà. tu vas pas mettre une caméra chez eux. Et donc pour l'instant, j'ai plutôt tendance à être complètement comme ça, à dire dis-moi ce qui te plaît, ce qui te plaît pas dans ce que tu viens de faire cette semaine. Si ça te plaît pas, on va trouver un moyen pour que ce soit plus agréable ou pour le filer à quelqu'un d'autre. S'il y a un truc qui te plaît mais que je t'ai pas mis dans ta fiche de poste, c'est pas grave, vas-y, on y va. Enfin, j'ai tendance à essayer de créer l'environnement idéal pour eux, pour que ce soit leur job de rêve aussi. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Mais ça colle bien avec le type de boîte que j'ai. Mais je sais qu'il y a plein de boîtes où ça marche pas du tout, parce qu'il y a des boîtes où il y a des trucs, il faut faut que ce soit exécuté, il y a telle tâche. S'il le fait Mmh. pas, c'est toi, ça retombe sur toi, etc. Je pense que la question alternant est importante et intéressante. En tout cas, nous, on commence à se poser des questions peut-être de prendre quelqu'un en alternance. Et quand j'avais été donné des cours dans des écoles, je voyais bien que
souvent, ils sont encore à ce stade de « Ah bah, dis-moi ce que tu veux que je fasse ». Ils n'arrivent pas en tant que responsable de tel truc, où c'est la personne qui va te dire « Ok, alors je vais faire ça, j'ai besoin de toi pour ça ». Et du coup, quand tu as quelqu'un qui est comme ça face à toi, ça te remet à la tronche le côté « Bah en fait, je suis un peu son patron, je suis obligé de lui donner, faire une liste de Oui, je vois. tâches que je vais devoir contrôler. » Donc je comprends et ça, je pense, c'est un rôle, j'aurais du mal à être bon aussi là-dedans, je t'avoue. Ouais, parce qu'il y a une notion aussi de transmission, quoi, avec la personne que tu as en alternance, transmettre des compétences, des choses comme ça. Puis bah, je comprends aussi, de- même il pourrait avoir un tempérament proactif, je pense que c'est difficile en étant encore à l'école de se dire tiens, je vais lui proposer de faire ça ou de faire ça, etc. Quoi. Donc, mais c'est un autre métier, quoi, je trouve, bah, de gérer une boîte. Quoi. Ouais. C'est vraiment un truc particulier et je le retrouve parce que j'étais enseignant en école d'ostéopathie et donc il y a cette notion de transmission qui était là et je la retrouve et c'est top. Mais pour avoir creusé le sujet de la pédagogie, je sais bien que être trop sympa n'est pas toujours la meilleure façon de transmettre, et cetera. Il faut trouver le bon Des équilibre. fois, il manque le cadre. C'est-à-dire que souvent, il y a besoin de donner un cadre. Et ouais, être trop sympa et dire non, vas-y, éclate-toi. Des fois, c'est contre-productif. Ouais. Ouais, il faut quand même qu'il y ait des objectifs qui soient clairs, Ouais. etc. Et tu parlais de cadre, on va peut-être pouvoir pivoter un peu plus sur le côté, alors, Carrément. sans parler de cadre trop strict, mais sur le côté famille, Ouais. justement. Où là, donc, on est dans ton studio, Ouais. qui est à la maison. Ouais. Ça a été un choix justement de pouvoir être à la maison et de peut-être rapidement pouvoir passer sur le côté famille, pro sans difficulté. Alors, j'ai eu plusieurs étapes là-dedans. D'accord. Donc, j'ai commencé à tourner des vidéos YouTube dans notre maison précédente, où j'avais commencé à tourner des vidéos dans le garage d'abord, dans la chambre. Ah, c'était d'abord aux Pays-Bas, c'était dans la chambre. Après ça, donc, c'était dans le garage. Et après, c'était dans les toilettes. Dans les toilettes. Ouais, pendant plusieurs années, j'ai tourné toutes Donc, mes une vidéos petite dans les toilette, toilettes. Ouais. Alors en fait, il se trouve que c'était une maison qui était, pour avoir des aides, ils avaient construite avec un accès handicapé. Donc les toilettes étaient adaptées aux handicapés, donc plus relativement large. grand. Ouais, ok. On avait fait notre bibliothèque dedans et tout, tu vois. Et en fait, il se trouve que c'était le seul endroit, comme Ok. je t'avais dit, comme j'étais, j'avais 2 heures de route par semaine, un boulot cadre, etc. En fait, mes vidéos, j'ai tourné entre 23h et 1h du matin. Et donc, c'était le seul endroit où je pouvais laisser mes lumières, Ah mes oui. panneaux anti-son, etc. et tourner des vidéos à 23h sans réveiller toute la maison. Donc, en fait, c'était vraiment une Pas mal question... d'avoir insonorisé les toilettes. Ça peut être bien pour les Voilà. invités aussi. C'est ça. Donc, en fait, en gros, on a fait avec ce qu'on pouvait dans cette maison parce que le côté créateur de contenu, c'était pas un métier, c'était pas... Voilà. Mm. Et effectivement, quand on a trouvé cette maison ici, tout de suite, pour moi, l'un des critères, c'était je dois pouvoir me faire mon studio, qui sera aussi mon bureau. Alors, qui pose une autre problématique, c'est que tu vois, il n'y a pas de fenêtre. Donc, des fois, je passe ma journée entière là-dedans sans voir la lumière du jour, ce qui n'est pas terrible en termes de... Petite carence de vitamine D peut-être. Voilà. Mais en tout cas, pour bosser et tout ça, c'est génial. Pour tourner les vidéos, c'est parfait. Pour insonoriser, pour avoir son petit studio en un clic, voilà, c'est parfait. Mais il n'empêche que quand on était à Besançon avant, il y a eu toute une période où j'ai testé d'aller bosser dans un Espèce de incubateur, voilà, un incubateur. incubateur de start-up. Et tous les jours, je prenais la bagnole, j'y allais et je changeais de studio parce que j'ai eu cette période où j'arrivais pas à gérer le côté tout mélanger à la maison parce que les toilettes, des fois, ils doivent servir aussi à deux personnes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'imagine en pleine Quand tu as vidéo. ton ordinateur dans la chambre, et que tu tournes tes vidéos dans les toilettes, Ouais. là, le mélange vie pro, vie perso, tu le Ouais. vis de plein fouet, tu vois. Alors, quelque part, c'est plus facile ici puisque je me suis créé mon espace de travail. Mais voilà, donc à Besançon, pendant longtemps, j'allais dans un espace de coworking. Puis il y avait aussi le côté, j'avais besoin de rencontrer des gens, de m'entourer, de comprendre leurs activités et tout. Là, aujourd'hui, maintenant, j'ai ça par la structure de ma boîte où j'ai des salariés, on bosse avec une douzaine de freelances. Donc finalement, les contacts, ils sont quotidiens. Pas de contact avec des gens, que ça me manque plus cette partie-là. Même si c'est qu'en visio, ça me suffit largement. Ok. Donc on va dire que bosser à la maison c'est possible, mais il y a besoin de créer quand même un espace dédié à ça pour que Pour moi, oui. pour que ça se passe Par bien. exemple, Et... j'essaie régulièrement de travailler dans le salon là-haut sur un petit ordi portable, mais ça va tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans la pièce. Ah oui. Dès qu'il y a Ouais. quelqu'un d'autre dans la pièce, en plus, moi j'ai une famille de gens qui parlent beaucoup. Je suis incapable de me concentrer dès qu'il y a une parole ou un truc comme ça à côté. Ça, j'ai cette même problématique. Hein. Le moindre. J'ai l'impression que ça va un peu avec l'esprit des fois créatif où tu vas aller chercher aussi de l'information partout. Ouais. Et ouais, s'il y a autre chose d'audible et de compréhensible à côté,
Faudrait que j'essaye avec le casque, en fait. Faudrait que je voudrais que je me mette le casque avec de la musique en étant là-haut. Ce qui, du coup, envoie un signal de je suis pas disponible pour me parler ou alors tu viens me faire des grands signes devant les yeux. Peut-être ça pourrait marcher. Faudrait que j'essaie. J'ai essayé, c'est pas trop mal, l'application Handel qui produit, une genre de musique vraiment plutôt concentration et c'est assez efficace. Ouais. Pas trop mal. Je vais faire un petit retour en arrière parce qu'il y a une question que je voulais te poser sur, le côté, donc faire du contenu et le côté donc justement personal branding parce que là, avec le podcast que tu as créé là, il y a 4 épisodes, où tu fais du building public en fait, tu parles de toi, tu parles autant de ta boîte, puis tu dérives aussi sur ta vie perso. Hem, je suis convaincu, moi, que c'est potentiellement un asset intéressant et de construire sa propre brand, c'est intéressant, surtout dans nos métiers. Toi, quel point de vue tu as là-dessus? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Et quel avantage tu y trouves? Ouais. La raison numéro 1, c'est la même raison pour laquelle j'ai lancé ma chaîne YouTube photo au départ. C'est une purge. Pour moi, c'est une purge Ouais. avant tout. C'est-à-dire que je dois sortir des trucs de ma tête. Je sais que c'est des sujets qui concernent un tout petit nombre de personnes. Donc, j'ai pas des gens dans mon entourage, j'ai pas des voisins à qui je peux les raconter tout ça. Et donc, en fait, j'ai juste besoin de sortir les idées de ma tête. En fait, je sais pas si c'est un besoin de transmission ou si c'est un côté je veux rien jeter, tu vois, je veux pas, j'ai peur d'oublier des trucs. Tu me parlais de tes rushs des fois de Ouais. podcasts que tu gardes pendant des années. C'est un peu pareil, tu vois, je me Ouais. dis ces idées-là, je me trouve qu'elles sont des fois un peu intéressantes, j'ai pas envie de les oublier. Je les pose dans une vidéo ou dans un podcast et je peux les effacer de là où je les ai enregistrés avant, quoi, en fait. Mmh. Donc il y a vraiment ce côté-là. J'aime bien dire, moi, que c'est des sujets schtroumpf à lunettes, en fait. Un bon sujet de chaîne YouTube, c'est un sujet schtroumpf à lunettes. C'est-à-dire? En fait, ce sujet te prend tellement que tu as envie d'en parler à tout le monde. OK. Sauf que tous ceux qui sont autour de toi, ça les saoule. Ils n'ont pas du tout envie d'entendre parler de ça. C'est une Et bonne, donc, t'en parles sur métaphore. YouTube et YouTube va trouver pour toi des gens que ça intéresse vraiment. Tu Ça, vois. c'est alors c'est génial ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller chercher les gens intéressés par ce que tu dis, mais que tu ne connais pas encore, Oui. quoi. Exactement. Et clairement, c'est à travers ça que je t'ai contacté, en fait. Quand j'ai vu Oui. ce que tu faisais, et cetera, c'est vraiment bien ça. J'aime bien cette idée, je trouve à lunettes et puis d'aller, finalement, tu lances un un bouchon à la mer, une bouteille à la mer, mais la mer qui est YouTube est quand même bien foutue parce qu'elle va aller chercher les bonnes personnes, quoi. Ouais, il y arrive. Ouais. OK Et et donc voilà, ça c'est la raison primaire, on va dire. C'est-à-dire que pour moi, et c'est là où c'est intéressant, c'est que je me mets pas du tout de pression sur ce type ouais. de projet. Je fais en sorte que ça me prenne le moins de temps possible. Je tourne en one shot sur mon truc, je Ouais, fais ouais. pas de montage, etc. Et s'il y a que 10 personnes qui regardent, c'est fine, je m'en fiche. Maintenant, l'idée derrière, et ce qui me pousse aussi à le faire un petit peu plus, c'est que déjà j'ai vu à quel point le podcast de Théo Lyon m'avait Impacté. inspiré, impacté. Enfin, je trouve le format très chouette. Pour être tout à fait honnête, moi, un épisode de podcast jusqu'à présent, je me disais, si dans un épisode, j'apprends un truc nouveau, ça justifie l'écoute Cool. de l'épisode, même pour un truc d'une heure et demie. T'écoutes un podcast de Théo Lyon, t'as 12 ou 15 nouveaux trucs qui Ah ouais, t'arrivent à chaque fois. les pendules à l'heure Donc, là, voilà. c'est Des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de voir, etc. Et donc, mais il y a plein de trucs dans lesquels je ne me reconnaissais pas dans son podcast à lui. Et quand il dit, enfin voilà, il a, je sais plus, 25 ans, 26 ans, il a lancé une grosse boîte et tout ça. Il est très focalisé sur lui, aujourd'hui, sur son propre développement. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de trucs comme ça. Mmh. Et je me suis dit, c'est un modèle qui est intéressant. Ça inspire plein de jeunes et c'est génial. On a plein de tout jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat très tôt. C'est génial, c'est top. Mais il y a aussi tout plein de gens à 30, 35, 40, 50 ans qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui ont une famille, qui ont eu des jobs avant, qui ont d'autres priorités peut-être. Et je pense que du coup, ça peut être intéressant pour ces gens-là d'avoir un témoignage un peu autre de quelqu'un qui a d'autres priorités peut-être que d'aller à la salle ou de courir un marathon, tu vois. c'est ce dont je te parlais tout à l'heure où, mine de rien, alors j'adore Paris, j'apprends plein de choses, mais il y a cette frustration de me dire: «Putain, j'aurais voulu être né soit plus tôt, Ouais, soit je dis: "Putain, mais j'arriverai jamais à rattraper" parce que vu le volume de trucs qu'il fait, bah, il a pas de famille». Enfin et ça je l'avais vu aussi, sur d'autres créateurs de contenu, plutôt sur LinkedIn, le côté entrepreneurial où, bah, voilà, tu le disais ouais, toi aussi, on se lève à 5 heures, on prend une douche froide, machin, tac, 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 tac. Et même un qui avait, comment il s'appelle? Je sais plus, bref, on s'en fout du nom, mais qui partageait son planning et il a une fille et tout ça. Je dis: «Mais attends», parce qu'il dit: «Ouais, ouais, on trouve toujours du temps pour faire ce qu'on a à faire». Parce qu'au final, quand tu enlèves ça, quand tu enlèves ça, quand tu enlèves ça, il te reste 32 heures. Je dis: «Mais attends, ta fille, tu l'amènes à l'école, tu la ramènes et tout, bah, tu passes en fait 2 heures avec elle sur toute la semaine, en fait». ouais.
Et puis c'est du temps en voiture, Ouais, c'est le ça. matin pas Je lui dis, réveillé, bah, c'est pas du temps de qualité, quoi. ouais, voilà, je lui dis: «Bah, attends, il y a un truc qui va». C'est vraiment, je refaisais des calculs, je dis: «Non, mais c'est pas possible, si tu veux vraiment passer du temps». Et c'est un truc sur lequel moi je culpabilise assez souvent, parce que comme je te dis, mon boulot c'est un jeu, donc j'ai envie d'y aller. Et c'est pour ça, pareil, on parlait du truc, là, avant, bah, j'essaye de plus en plus de mélanger mon jeu avec le jeu de mes enfants et amener mes enfants, par exemple, à la photo, à la vidéo, et cetera. Ouais, effectivement, bah, j'étais super content de voir, un podcast comme toi, comme toi, parce que ça collait plus à ma réalité, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on voit plus des podcasts faits par des gens comme Théo Lion, parce qu'ils ont le temps de le faire. Oui, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Et quand t'es père de famille, c'est plus compliqué de le trouver le temps. Mais c'est pour ça, pour moi, l'intérêt de dire: «J'ai aucune ambition avec ce podcast, Ouais. je veux pas qu'ils deviennent le plus connu». Ce n'est pas, pour moi, une stratégie de personal branding, ce podcast. Oui, Je d'accord. sais que ça va avoir des effets de bord un peu dans ce sens-là, OK. mais c'est pas du tout, j'y mets pas une stratégie, j'y mets pas de pression. Si pendant 4 mois je sors rien, c'est pas grave. Mais le peu d'épisodes que je peux réussir à sortir, si ça peut aider des gens à cliquer un truc une fois de temps en temps. Tu vois, je suis beaucoup moins smart qu'un Théo Lion. Je pense que dans les trucs que je raconte, il y a beaucoup moins de choses qui vont vraiment te déclencher un déclic. Qu'est-ce que que tu appelles smart, en fait? Parce que, l'intelligence, c'est... Alors, il y a différentes sortes d'intelligence, on est Ouais. d'accord. Lui, je trouve, il a une capacité de théorisation Ouais, des choses carrément. qui est monstrueuse. Ouais. Et ça, c'est un de mes gros points faibles. Moi, j'ai jamais été capable de prendre un tableau et de dire: alors attends, tout ce qu'on vient de vivre là, je te fais un petit schéma qui résume le truc. Incapable de ça. Je suis admiratif des gens qui sont capables de faire ça. Ouais. Et pour moi, Théo Lion est excellent là-dedans. Moi, je suis plus quelqu'un qui va parler d'expérience, qui va parler de... J'analyse, c'est mon boulot. Hein. J'analyse, je déduis. Tu vois, c'est plutôt ça. Et je suis sûr que je raconte des grosses conneries dans ce podcast. Et pour moi, c'est pas grave. Parce que quand tu parles à une audience aussi un peu plus âgée, un peu plus expérimentée, tu peux espérer que c'est une audience aussi qui arrive à faire la part des choses, Ouais. et à dire: non, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit là, je l'ai pas ressenti comme ça. Et c'est pas grave, en fait. Tu vois, ça juste alimente le truc. Mais Et donc enfin, j'ai ton point de vue par rapport à l'émission que tu as créée, mais sur le personal branding de manière générale, quel est ton regard dessus, en fait? Est-ce que, moi j'ai l'impression, enfin, je le vois comme, je me construis, enfin, c'est un «placement» presque, entre Ouais. guillemets, pour l'avenir, et je trouve ça fou parce que quand j'y réfléchis, faire ça, le podcast, parler de nous, et cetera, il y a 15-20 ans, ça aurait été presque assimilé à de la télé-réalité. Ouais. Et aujourd'hui, c'est complètement déplacé, c'était déplacé, c'est carrément ça, c'est complètement déplacé. Et j'ai encore un peu quand même ce truc-là, où, si je suis complètement honnête, j'adore le faire. J'adore, parler à une caméra, j'adore me mettre en scène, faire l'andouille, j'ai fait du théâtre, et cetera, imaginer des scénarios et tout. Mais il y a ce truc, enfin, c'est quand même différent de faire une vidéo scriptée et puis parler de sa vie, et cetera. Et j'avoue que maintenant, je sais plus trop où elle est tu vois, la limite, entre tu sais, la notion de la limite de la pudeur, en fait. Ouais. Là-dessus, je suis un peu perdu, parce que mine de rien, je suis super content de voir des émissions comme ça, j'apprends plein de trucs, parce que d'avoir que de la théorie pure, c'est cool, mais comme c'est relié à un vrai vécu de quelqu'un, tu peux plus facilement l'intégrer, le Ouais. visualiser, et cetera. Donc c'est T'as là où je les trouve histoires qui vont avec. tu les histoires qui vont avec, Les ouais. histoires sont souvent... la théorie, c'est bien, mais les histoires, c'est ce qui te fait retenir les informations. Voilà, on apprend des histoires en général. Donc, pour moi, les podcasts, c'est que ça, en fait. Hein. C'est Ouais, on raconte raconter son des histoire, et histoires, puis on la comment ça s'est romance un passé. peu, voilà. Voilà. Après, elles évoluent dans le temps. C'est ça. Mais je trouve, en particulier avec les podcasts, on force vraiment personne à les écouter, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, et si on est OK sur le principe que peut-être personne les écoute et c'est pas grave, parce que nous, on a grandi dans le process. Ouais. Tu vois, ça crée des rencontres, ça crée des trucs Ah sympas. ben, moi, enfin, je suis convaincu, mais c'est plus peut-être des freins ou des trucs liés à ma culture initialement qui font qu'il y a encore un petit tilt de temps en temps. Ouais. Et puis, ce truc, vraiment, quand je repense, moi, quand j'étais au collège, lycée, et qu'il y a eu le premier Love Story, Oui, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce truc, quoi? Il y a personal branding et personal branding. Tu vois. Non, mais on est complètement d'accord. Mais oui, Mais tu vois, ce truc c'était lunaire. ouais, c'était complètement lunaire. Et là, maintenant, bah, tu vois, maintenant, t'as quasiment des trucs un peu similaires dans une boîte ou dans une société. On Ouais. va parler de la vie du manager, du machin, des trucs. On va mettre en avant chaque personne. Je suis... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a uberisé le star system. C'est un peu ça pour moi. C'est-à-dire que ce qu'on fait là,
Ardisson, il faisait ça avec ses potes il y a 30 ans à la télé, tu vois. Il invitait ses potes dans un bar, il tournait une émission et ça passait à 23h, tu Exactement. vois. Et finalement, on regardait parce que c'était des gens qu'on connaissait et qui étaient connus de la population. Mais parce que c'était la télévision, il fallait que ce soit grand public. Exactement. Et grâce à toutes les plateformes, YouTube, podcasts, etc., on Et peut faire l'accessibilité de exactement la la tech, même quoi. chose pour des toutes petites audiences. Et j'aime bien raconter un petit peu ça, parce que quand je parle à mes clients pour la question YouTube, sur la partie en photographie, je suis une superstar auprès de très peu de gens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Je suis mondialement connu dans tout mon quartier. exactement, quand je me balade dans la rue et tout ça, ça m'est arrivé très 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 rarement de me faire arrêter par des gens. Ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois. Quand je vais au salon de la photo, je fais pas 3 pas sans qu'on m'arrête. Ouais, Tu vois je vois, ouais. Et mais limite, c'est génial de rencontrer les gens, etc. Mais je peux pas suivre mon programme, je peux pas aller voir les gens que j'avais prévu de voir parce que je m'arrête, je discute avec les gens, etc. Donc je vis l'expérience d'une star hollywoodienne qui essaie de marcher dans la rue et qui peut pas aller faire ses courses parce qu'on lui demande de faire des selfies, etc. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Donc je suis une star dans un tout petit milieu. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut aussi bénéficier de tous ces trucs-là, du côté. On peut se poser dans un canapé, avoir une discussion super cool et que ça intéresse des gens, tu vois. Ouais, What ouais, the fuck, c'est quoi ce monde oui, c'est assez incroyable. C'est génial. Sur ce truc-là, là, ça m'est pas arrivé qu'on m'arrête dans la rue, mais ça m'est arrivé que la personne me dise ouais, j'ai écouté ton truc, etc. Enfin, alors qu'on avait déjà commencé à parler. Et en fait, la sensation est très bizarre parce que il y a toujours, enfin, j'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur, de qui je suis pour parler de ma vie et penser que ça puisse intéresser, etc. Et quand la personne, après, le retour que j'ai, c'est que je formule bien certaines choses. Ouais. Je dis, putain, mais c'est. Enfin, alors que j'ai pas du tout cette perception-là. Je me dis, putain, à chaque fois, merde, c'était un peu brouillon, j'aurais préféré dire ça comme ça, etc. Il y a un tel décalage entre ce que les gens perçoivent et ce que toi, tu as l'impression. Est-ce que toi, à force d'en avoir fait, ce décalage. Non, je l'ai toujours. Non, tu l'as toujours. Là, je l'ai toujours pareil. Ouais, J'ai toujours pareil. Mes podcasts, etc. Quand je présente des trucs, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, que c'est pas structuré, etc. Ouais. Et les gens en face vont dire ce que j'aime bien, c'est que ta pensée est super claire, super structurée et tout. Ok, d'accord. Tant mieux, mais tant que ça continue comme ça, allons-y, tu vois. Ok. Mais alors là, non, ça n'a pas. J'ai pas réussi à avoir la prise de recul sur moi-même, en fait. Ouais. Donc je constate les effets. Je suis content, des fois, je me dis, mais t'imagines le gars, enfin, voilà, quelqu'un qui est vraiment célèbre, mais ça doit être tellement schizophrénique. Ouais. C'est- Ah ouais, oui. Je comprends qu'il pète des câbles complètement. Oui. Au bout d'un moment. Et la transition, on va enfin y aller un peu plus quand même sur la famille, parce que. Mais Il est où le papa? il est où le papa? Donc tu vois, finalement, quand je te dis j'ai du mal à prioriser, je pense que mon boulot et la passion que j'ai, quand même, elle est quand même très 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 haute. Mais justement, ton boulot, les écrans, cette conception des fois un peu abstraite des réseaux sociaux, etc. Est-ce que ils ont quel âge tes enfants? D'ailleurs, t'as combien d'enfants? J'ai 2 enfants T'as 2 enfants qui ont quel âge? qui ont, et là je réponds pas assez vite, Ah, parce qu'il y a les anniversaires en coto, non, 13 et 10 ans aujourd'hui. 13 et 10 ans. Donc, oui, donc ils commencent à quand même percevoir et comprendre, enfin, en tout cas, avoir été au 13 contact. et, 13 et 9, Ouais, bientôt 13. 14 et 10, voilà. Est-ce que tu leur parles de ton boulot? Est-ce qu'ils comprennent ton boulot? Parce que c'est pas comme, je sais pas, un ébéniste, tu vois le truc qu'il est en train de fabriquer. Toi, c'est des fois un peu abstrait. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils t'ont déjà posé des questions? Enfin voilà, quel rapport ça crée par rapport Je à leur en parle un petit peu, Ouais. mais je pense qu'ils ont aucune idée de ce que je fais vraiment, Ouais, en fait. c'est notre Chandler. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On n'a jamais su ce qu'il Donc il y a un petit côté comme ça quand même, parce que je trouve que, et si on se reprojette dans notre enfance ou notre adolescence, c'est vachement dur de se dire, c'est quoi un métier, c'est quoi le métier d'un ingénieur, c'est quoi le métier, Ouais. tu vois, ce type de métier-là. Les gens qui bossent dans les bureaux, ils font quoi en fait, tu vois? Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce côté-là. Donc par contre, la partie vidéo, ils comprennent. Ouais. Ils savent que je tourne des vidéos, ils savent qu'elles sont publiées sur YouTube, qu'ils regardent YouTube. Ils regardent jamais mes vidéos parce qu'évidemment, ils sont pas du tout dans la cible. Mais je me suis donné le défi qu'un jour, il faudrait que je fasse un short que ma fille tombe dessus par hasard. Ça, Ah oui, oui, ça pourrait être ce serait marrant. le Mais bon, challenge. ça serait presque étonnant ou un peu flippant si vraiment d'un seul coup ils s'intéressent. Des fois, je parle de grands youtubeurs, tu vois, donc Oui. ça peut marcher. Mais donc voilà, le côté où papa il fait des vidéos et il y a des gens qui le regardent, bon, ça ils comprennent. La partie photographie, ils comprennent très bien. Parce que pour le coup, je les ai aussi un petit peu emmenés là-dedans, dans des sorties photos, des trucs comme ça. Et donc quand je vais faire un voyage photo avec des clients, tout ça, ils comprennent cet aspect-là, il n'y a pas de problème. Mais la partie conseil YouTube, stratégie de contenu, entreprise, etc., pas du tout. Ils m'ont jamais vraiment posé de questions, j'ai jamais vraiment pris le temps de leur expliquer.
parce que ça les intéresse pas vraiment. Tu vois, ma fille, elle est en troisième, donc elle a dû faire un stage de troisième. Elle a jamais considéré même une demi-seconde de venir faire un stage dans mon entreprise. Moi, je suis très content, hein. Je préfère qu'elle aille voir d'autres trucs, tu vois. Ouais. Mais ça ne lui a même pas traversé l'esprit, à mon avis. Elle envie pas du tout mon métier, tu vois. Je pense que... Ouais. Je sais pas, toi, tes enfants, ils te posent déjà des questions là-dessus ou... Eh ben ouais, en fait. Mais comme je te disais, donc, j'essaye au maximum, justement, comme j'arrive pas à faire de choix, j'ai envie de les amener à fond dans ma passion, des choses comme ça. J'ai fait l'expérience, là, justement, sur un client qui fait des colos, etc. Donc, j'ai amené mon grand avec moi pour prendre des photos, j'ai prêté un petit appareil photo, etc. Et j'étais agréablement surpris, en fait, de voir que finalement, ça avait un intérêt parce que c'est un enfant face à des enfants, il était hyper à l'aise avec lui, il a fait des photos hyper intéressantes. Il y allait en mode jeu de rôle un petit peu ou bien... Oui, parce que on était, comme c'était un thème Harry Potter, on était déguisés, on était des journalistes de la Gazette des Sorciers, etc. D'accord. Il avait son chapeau melon, C'est bretelles, génial, tout c'est ça. génial. Il a surkiffé. Donc il s'appelait Ulysse la Plume. Voilà, moi j'étais Peter Quillard, parce que Quillard, pareil, c'est la plume en anglais, etc. Et, d'ailleurs, il était trop content à la fin, tous les gamins l'appelaient Monsieur la Plume, on voudrait une photo, etc. Et, ouais, il y allait en mode jeu de rôle, mais quand même intéressé par le côté photo, quoi. Il voulait, quand des fois on dérushait, puis il y en a qui étaient flous, il pestait, quoi. Oh merde, Ouais. nul. Et, donc il me pose des questions, et même sur cette idée de diffuser au plus grand nombre, en fait, de pouvoir avoir accès à partir de ton ordinateur au monde entier. Il m'a posé la question, mais où est-ce qu'on va voir ça, pourquoi, qui, enfin, il y avait vraiment cette idée, et ça lui arrive. On a fait beaucoup quand ils étaient plus petits, puis on continue maintenant, de jeux de rôle. Où même j'ai commencé par leur raconter des histoires, et ensuite leur raconter des histoires où je les faisais intervenir, et puis ensuite on a sorti les dés, et puis etc. Team jeu de rôle. Ouais, bah oui, carrément. Et puis là, on commence à réfléchir à tiens, quel scénario on pourrait faire pour aller faire de nos vidéos. On a déjà fait quelques petites vidéos ensemble, etc. Et il a tout de suite... Alors, ça m'a interpellé, ça m'a un peu fait peur, et en même temps, je dis, bon, bah, c'est-à-dire qu'il comprend le truc. Tout de suite, il s'est dit, ouais, on fait cette vidéo et tout ça, puis après, on la diffuse pour que tout le monde la voit. Ouais. Et ça m'a fait un peu peur, et en même temps, moi, quand je produis un truc, j'ai envie que tout le monde la voit, quoi. J'ai envie que tout le monde le voit, ce truc-là. Donc, il y a, pour les deux plus grands, 8 et 6 ans, il y a cette réflexion-là, alors qu'ils n'ont accès à aucun écran. Tu as analysé pourquoi ils voulaient que tout le monde la voit? Parce qu'on peut voir la version négative de... Oui. En fait, le but d'une vidéo, c'est d'être une superstar sur les réseaux. Mais on peut aussi voir la version « je me suis donné à fond, je trouve qu'on a fait du bon boulot et j'ai envie que des gens en profitent ». Ce qui n'est pas du tout la même... J'ai pas plus creusé. Enfin, en tout cas, la sensation que j'ai, c'est plus... Enfin, lui, il a vachement confiance dans sa création, et il dit, mais non, mais je l'offre au monde, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Ça part plutôt d'un bon... Ouais, ça serait dommage que les gens puissent pas voir ça. C'est tellement bien. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment ce truc-là, quoi. Il a conscience que c'est important qu'il ait du sens dans son travail, tu vois. Il a fait un truc, il a mis de l'énergie et tout ça, il veut que ça serve à quelque chose. Exactement. Cool. Je pense que c'est plutôt cet esprit-là. Il n'y a pas cette idée d'être une star ou un truc comme ça. C'est vraiment... il est pas encore au collège. On verra s'il y va d'ailleurs. On verra par la suite. Après, il est quand même... de par le sport et plein d'autres activités, il croise plein d'autres enfants. Donc, je sais pas à partir de quand ça arrivera, cette idée-là, ou la notion de starification. Ouais. Après, c'est pas généralisé non plus. Je trouve Enfin, moi, ma fille est au collège et donc j'ai une vision un peu différente et moins caricaturale de ce que je pensais de la jeunesse, finalement. Ouais. Et je les trouve relativement matures, en fait, finalement. Et ils échangent beaucoup entre eux sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Ouais. Et peut-être moins, par rapport à notre enfance à nous, je trouve, il y a un peu moins le côté... non, mais on a tous envie d'être comme ça, on a tous envie de faire ça, on veut tous devenir joueurs de foot, je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plus, il y a un peu plus de respect pour les personnalités, j'ai l'impression. Mais, Ouais. Et j'ai presque l'impression qu'il y a un retour où une génération un peu sacrifiée, là, qui est un peu plus vieille, mais qui a été gavée par ça. Et je vois de plus en plus de jeunes un peu en contradiction avec ça. Ah non, c'est bon les réseaux. Ah non, c'est... Enfin, peut-être que c'est une frange, et peut-être que je suis dans une bulle, je me rends pas compte, etc. Mais il y a un peu presque, ça devient un peu hype. c'est ça. Un peu hype de oh non, les réseaux, ça va, quoi. Ouais. Et tu le vois sur d'autres choses. Tu le vois sur l'alcool, sur la cigarette. Carrément.
de Il ce genre de devient plus en plus. hyper sérieux. Ouais, c'est ça, un peu trop. Il a dit- Ah mais déconnez un peu à un moment. Ouais, c'est ça, un truc hyper sérieux. Bah, tu vois, sur le. Ouais, allez, si je bois une coupe de champagne une fois dans l'année, enfin, je bois pas d'alcool quasiment pas. Euh, et il y a ce. Je sais pas comment ça arrivera pour mes enfants et tout, mais souvent, ce que je dis par rapport à ça, quand je suis dans un mariage, des événements, je dis, mais tu bois pas, même pas une bière, mais un truc. Soit je dis, bah, j'ai essayé, et je me suis dit, non, je pourrais raconter autant de conneries Ouais, c'est ça. à jeun que sous. Je dis, bah, autant pas boire, et Ouais. comme ça, je me rappelle de tout, puis je vous raconte demain, quoi. Et Ça, c'est important de rendre le truc cool. ouais, On a beaucoup de discussions avec ma fille en ce moment sur toutes ces questions-là parce que bah, donc elle en avance, elle est en troisième, elle a des fois un peu du mal avec les codes sociaux, etc. Donc elle se posait énormément de questions sur tous ces trucs-là. Donc des fois, on a des discussions sur l'alcool, etc. ouais, Je ferais quoi le jour où je serais dans une soirée et tout le monde dira tiens, vas-y, bois de l'alcool, machin, etc. Et donc je lui ai expliqué moi comment j'avais dealé avec ça quand j'étais en école d'ingé, où tu peux imaginer que ça, avec ça, ouais, picolait pas mal. ouais. Et je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai essayé. Je suis allé dans une soirée où tout le monde picolait. Moi, perso, j'ai jamais pris de vraies grosses cuites. J'ai jamais mis mal. Et surtout, j'ai vu que quand tout le monde buvait et pas moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont misérables. En fait, tu vois, je dis, c'est vraiment, on ressemble à ça. Donc, cette première expérience, tu essayes une fois d'aller dans une soirée où tout le monde boit et pas toi. Et tu regardes les autres, tu vois ce qui se passe Ouais. quand tu pas ce biais, etc. Après, moi, je suis plutôt de la team à lui dire, essaye un petit peu, tu vois, essaye la petite dose, vois ce que ça fait, analyse un peu ce que ça fait sur toi. Et surtout, après, moi, je lui disais que bah, j'avais vraiment l'alcool triste, tu vois, genre, je buvais Ah deux oui. bières et je badais comme un fou dans mon coin. Et du coup, pour moi, c'était la parfaite excuse après pour dire non, vraiment, j'ai pas envie de boire plus, parce qu'après, je vais bader, quoi. Ouais. Et elle m'a dit, ah, trop bien, je la ressortirai. Elle était en train de chercher Des une excuse excuses sociale. valables Ouais. socialement, ouais. C'est ça, pour que se fasse pas juger par les autres. Un truc qui lui permettait d'échapper un peu au truc, parce elle se voit pas aujourd'hui, à 13 ans encore heureux, Ouais. elle se voit pas se biturer, tu vois, mais elle sait qu'elle va arriver dans la situation où ça va arriver, où on va lui proposer. Ça me fait penser à un truc où, comme enfin, j'ai l'impression que quand on est dans cet univers YouTube, réseaux sociaux, etc., et on est quand même abreuvé de beaucoup de choses, euh, j'ai l'impression qu'on a une perception des choses, enfin, ça influence notre perception des choses. C'est-à-dire, tes clients, ils ont tous de ton âge, non? Il y en a des plus jeunes, des plus vieux, j'imagine. Ça va de 18 ans à 75 ans. Ouais, c'est ça. Donc, tu vas échanger et tu vas des fois réfléchir à des sujets qui doivent intéresser une audience jeune Ouais. aussi. Donc, je pense que ça peut être un avantage, ou en tout cas, ça peut être quelque chose d'assez enrichissant. Est-ce que des fois, moi, ça me met un peu en décalage avec justement mes amis, quand tu parlais dans ta dernière vidéo de mettre une hiérarchie. Donc, moi, pro-famille, c'est tout en haut. Finalement, tout le reste, j'ai un peu mis de côté. J'ai encore de très bons amis avec qui j'échange, etc. Mais je les vois de moins en moins souvent. Et quand j'échange avec les gens, j'ai l'impression d'être un peu en décalage des fois sur certains thèmes, certains trucs. Parce que bah, ça nous met dans une certaine bulle qui n'est pas forcément mieux, etc. Toi, est-ce que tu ressens ça des fois? Est-ce que tu te sens un peu en décalage quand voilà, il y a des événements de famille ou avec d'autres amis? Ouais, je sais pas si je l'attribue à cette bulle-là. Ok. Ça peut arriver effectivement parce que ouais, on peut au quotidien ne parler que la dernière vidéo de machin, de tel créateur, de tout ce monde-là, mais ça m'empêche pas quand même de bien profiter de la famille quand je les vois et de me replonger dans leur monde à eux, entre guillemets. Ok. Ça me choque pas trop. Après, il y a une autre bulle qui est la bulle plutôt cellule familiale, en fait, Ouais. quelque part, où là, bah, nous, on a des enfants avec des besoins très spécifiques, tu vois. Ma femme aussi est un peu là-dedans, tu vois, tout ce qui est TSA, des trucs comme ça. Ça te dérange pas de préciser ce que tu entends par TSA, afin Ouais. d'expliquer ce que c'est ou Non, pas? pas de souci. Pas de Ok. souci. Donc, notre fille aînée donc elle a sauté une classe en primaire. Elle s'est toujours ennuyée à l'école pendant très longtemps. Donc, à un moment, ils ont dit que ce serait bien de lui faire un test QI, machin. Elle a fait un test de QI. Était diagnostiqué HPI, maintenant, je crois qu'on dit. Ouais. Qui n'est juste qu'une mesure du QI. Hein, ça ne veut rien dire d'autre. Voilà. Et donc là, tout récemment au collège, donc si tu veux, c'est typiquement la fille qui fait pas de vagues. Elle est adorable avec tout le monde. Elle a des bonnes notes à l'école. Et de temps en temps,
elle s'écroule en pleurs. Et en fait, tu sens que dans sa tête, il se passe un million de trucs. Parce qu'elle fait pas de vagues, mais ça lui demande beaucoup d'énergie Ouais, peut-être. exactement. Et là, dernièrement, c'était vraiment des soucis d'attention, etc. Donc, c'est elle qui nous a dit, j'ai besoin de vachement mieux comprendre ce qui se passe dans ma tête, là, parce qu'il se passe plein de trucs que j'arrive pas à comprendre, à analyser. J'aimerais faire plus de tests, de trucs comme ça. Ouais. Donc, il se trouve que son petit frère, lui, a un TSA depuis quelques années, enfin, diagnostiqué depuis quelques années. Donc, TSA, c'est trouble du spectre autistique. Pour la faire très courte, les autistes caricaturaux, enfin, en tout cas, tels qu'on l'imagine, un Rain Man, etc., Ouais. sont vraiment très, très loin dans le spectre. Tout le monde a un petit peu quelques petits traits autistiques, mais qui ne sont pas handicapants. Et en gros, si je me souviens bien, il y a des tests très précis, il y a une mesure de 0 à 20, quoi, à peu près. Et tant qu'on est en dessous de 7, on n'est pas considéré comme des troubles du spectre autistique. C'est-à-dire qu'on est tous un peu sur le spectre. C'est pour ça que quand tu parles d'un trait d'un de tes enfants à quelqu'un de ton entourage, il va dire « Oui, mais je connais des enfants qui ont ça. Et oui, on est tous un petit peu comme ça. Oui, on est tous un peu, mais ça ne nous handicape pas. » Ouais. Et donc là, lui, il est à 14. Truc. Donc il est pile en gros au milieu entre l'autiste profond, celui qui a du mal à parler, etc. et les gens normaux, entre guillemets. Ce qui veut dire qu'en fait, il a un peu les mêmes petits tics qu'on peut avoir les uns les autres, sauf que lui, c'est beaucoup plus accentué et ça le handicape au quotidien. Et donc nous, on s'est énormément formé sur ces questions-là. Et donc il se trouve que la grande, quand elle a grandi, avec toutes ces questions de j'arrive pas à décoder un peu les codes sociaux, etc. Enfin, on a vu tout ça. Ma femme s'est énormément reconnue en elle. Donc, c'est généralement assez héréditaire, ces trucs-là. Donc, j'ai une petite famille un peu spéciale. Je les adore plus que tout. Et en fait, il se trouve que moi, naturellement, je me rends compte que dans mon histoire, j'ai été attiré par des gens qui avaient ce genre de profil. Donc, c'est assez marrant. Moi, je suis passionné par ces gens-là. Quel aspect, en fait, fait que c'est plus un ressenti? Ouais, c'est un ressenti. Pour moi, en fait, c'est des personnes. Enfin, souvent sur les TSA, on parle d'intérêt spécifique. L'idée d'intérêt spécifique, c'est le truc classique de. Tu vois, je sais pas si t'es passé. Là à côté, il y avait des trucs qui étaient en train de sécher là dans la salle à côté. J'ai pas fait gaffe. C'est des doudous. Et il y en a plus de 200. Mon fils a plus de 200 doudous. Ouais. Il y a bientôt 10 ans. Il continue de demander des doudous à tous ses anniversaires, Noël, à tout le monde, parce que intérêt spécifique. Ils ont tous une vie. Enfin voilà. Voilà. Ça fait partie de ces trucs où les fameuses collections, les trucs comme ça. Et donc, c'est des personnes qui sont capables d'aller ultra loin dans un sujet parce qu'ils sont ultra passionnés. Ma femme est chercheur, c'est pas pour rien. Elle était orientée vers ce type de carrière parce que finalement, ça peut devenir un avantage. Et ça peut totalement être un avantage. Maintenant, ça a aussi plein d'inconvénients. Tu vois, je dis souvent à ma femme, dans le milieu de la recherche, il y a énormément de gens qui ont ce genre de profil parce que tu as à la fois l'autonomie et à la fois la capacité d'aller beaucoup plus loin que n'importe quel d'autre sur un sujet. Mais moi, je pourrais pas bosser avec ma femme. Impossible. Un des traits qui vient avec, si tu veux, c'est que par exemple, quand je lui pose une question simple, elle sera capable de me répondre oui ou non. Elle va me répondre par 14 phrases, avec du contexte, avec des éléments que je lui ai pas demandé, etc. Et des fois, à la fin, tu n'as pas la réponse si c'est oui ou c'est non quand même, tu vois. Et c'est ça pour tout. Et en fait, mais c'est ça qui rend la famille si passionnante et si géniale, tu vois. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de, des fois un peu violente, mais d'honnêteté très tranchante? Si, bien sûr. Il n'y a pas de faux semblants. Quoi. Le fameux truc du petit enfant, parce que les petits enfants, ils n'ont pas de filtre, tu vois. Mais là, ça se garde jusqu'à l'âge adulte, tu vois. Ouais. Mais le fameux truc tu passes dans la rue, papa, pourquoi la dame, elle est grosse comme ça? Bon. Ouais. Voilà, c'est des trucs qui peuvent effectivement se prolonger. Mais bon, ça fait partie de la personnalité. En tout cas, moi, avec le temps et si toi-même, tu es OK avec qui tu es, c'est plutôt bien d'avoir quelqu'un en face de soi qui va pas tourner autour du pot. Ouais. Ça, j'aime pas ça. Et ça peut être vraiment une force, en fait. Ouais. Et mais en fait, ce qu'on constate dans ce parcours-là, parce que du coup, c'est vraiment un parcours de famille, c'est de comprendre comment notre fille fonctionnait, découvrir par cet intermédiaire comment ma femme fonctionnait. Moi, ça m'a appris aussi beaucoup à savoir comment me comporter avec ma femme. Ouais, c'est ça, vous avez créé un langage. Je l'ai comprise beaucoup mieux par l'intermédiaire de notre fille, finalement. Mon fils, qui a du coup un profil encore un peu différent, c'est pareil, ça nous passionne, on se rencarne énormément sur tous ces sujets-là. Et donc déjà, c'est passionnant parce que tu découvres qu'il y a plein de gens qui vivent avec un profil neurologique différent. C'est vraiment un câblage différent. C'est un livre que... il y a eu une période où je me suis bouffé tous les Bernard Werber.
Ouais. Je sais pas si tu connais cet auteur-là. Bah, on lit les fourmis avec mon fils. Et il en a un qui parle spécifiquement du cerveau, en fait. Je me rappelle plus du titre. Et Bernard Werber, souvent dans ses histoires, il y a en parallèle, il y a 2 histoires qui sont en parallèle à chaque fois. Dans les fourmis, c'est ça. Et il y a une enquête, et de l'autre côté, il y a justement un hôpital psy qui se monte. Et le mec est dedans, en fait, il voit pas du tout ces câblages neurologiques comme des pathologies ou des handicaps, mais comme des forces à chaque fois. Et finalement, ça permet de faire comprendre mieux chaque spécificité au travers d'une compétence qu'ils ont, qui est exacerbée et qui passe presque comme un genre de super pouvoir, en fait. Ouais, c'est exactement Et ça. ce bouquin, il m'avait retourné la tête, quoi, sur ça. C'est exactement comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont un ou plusieurs super pouvoirs. Et souvent, un super pouvoir vient avec un inconvénient. Avec plein de petits inconvénients, en fait, qui peuvent être handicapants au quotidien. Donc voilà, et ce qui est compliqué, c'est que c'est en plus un domaine où il y a énormément d'idées reçues, de semi-analyses, etc. Oui, mon fils Il y a est aussi, HPI. voilà, il y a aussi en ce moment cette fameuse tendance à trouver l'excuse, etc. Ouais, c'est ça. Et on mélange plein de trucs. C'est-à-dire que, mais moi le premier, en fait, déjà, il y a quelques années, j'y connaissais rien. Donc pour moi, c'est des choses qui ont beaucoup évolué dans leur compréhension. et puis c'est encore des sujets de recherche, en fait, aujourd'hui. Mais enfin voilà, il y a quelques années, j'y connaissais rien. Pour moi, effectivement, que tu sois HP ou pas HP, ou TSA ou pas TSA, c'était limite. Enfin, moi, je viens d'une éducation assez traditionnelle française, donc en mode, bah, écoute, tu t'adaptes à la société, puis c'est comme ça. Oui, puis arrête de faire ton chantage, Voilà, et tout ça. c'est ça. Et en fait, là, moi, c'est plutôt à travers mon fils que ma fille, elle s'est adaptée beaucoup, comme beaucoup de filles dans ces situations-là. Elle se suradapte. Et donc, en fait, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur qui peut poser problème. Mais en surface, l'explosion, en tout cas la chute des fois. Voilà. Et donc là, il faut l'accompagner à l'intérieur. Donc, par exemple, pour elle, le plus important, c'est que très rapidement, on a mis une psy dans l'équation, qui est spécialisée sur ces profils-là. Et donc, elle sait. Voilà. Et elle a l'habitude d'y aller. Elle adore ça. Et elle sait que si jamais à un moment ça va pas, elle nous dit, papa, maman, je peux avoir un rendez-vous chez la psy? Pas de problème, vas-y. Parce que c'est difficile pour elle d'aborder ces sujets-là avec ses parents. Donc, elle a cette voie, cet échappatoire, très bien. Et mon fils, ça s'exprime bien différemment, parce qu'il a un profil encore un peu différent. Et moi, là où j'ai eu un switch sur mon fils, c'est que, en gros, pour faire courte, à l'école, ça a toujours été le petit enfant adorable. Toutes les maîtresses nous disent, oh, c'est génial, il participe, il est trop bien, etc., tout gentil et tout. Et à la maison, tornade. Donc, nous, on a été voir une neuropsy là-dessus, sur les conseils de ses maîtresses, justement, enfin voilà, en disant, il y a un problème à la maison. Tu vois, comment on fait, il y a un problème, comment on peut améliorer notre éducation, je sais pas quoi, peut-être nous, on fait un truc pas bien, tout ça. Et puis, la première fois, j'ai dû à l'entendre la première fois, elle a dit, non mais c'est tout l'inverse, vous n'avez pas compris. En fait, il y a un problème à l'école, où il est obligé de s'adapter, voilà. Et en fait, à la maison, il revient, il est claqué, il n'a plus rien. Et c'est l'endroit où justement il se sent bien, donc il peut être lui-même et il peut se lâcher complètement. Donc, si vous voulez qu'un jour ça aille mieux à la maison, vous devez en faire en sorte qu'à l'école, ça se passe mieux. Oh putain, j'avais pas compris le truc comme ça, quoi. Et du coup, en fait, tu passes d'une étape où toi, en tant que parent, tu te dis, il faut que je l'éduque, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il comprenne, à l'étape où tu te dis, non, en fait, j'ai un enfant qui a... Moi, j'aime bien mettre, je sais que c'est pas le bon terme, mais j'aime bien mettre le terme handicap, parce que pour moi, un handicap, c'est quelque chose qui est plus fort que toi, que tu subis. Donc, il y a un handicap en fin de journée, généralement, tu vois, quand il y a l'épuisement, quoi. Et donc, on doit l'aider à vivre avec et plutôt être compréhensif que punitif, quoi, en fait, dans l'idée. Et depuis le moment où on a fait ce gros switch dans notre tête, ça va mieux. Parce qu'on a enfin compris, maintenant, on est dans son équipe, tu vois. Avant, on était l'adversaire, maintenant, on est dans son équipe. Et l'air de rien, si on veut reboucler un peu avec le sujet du boulot, c'est des trucs qui arrivent aussi assez souvent finalement dans le boulot. Et tu finis par repérer aussi un peu ce type de personnalité. Et donc, il y a des personnalités qui ont besoin que tu ailles un peu dans leur sens et d'autres qui ont besoin que tu les challenges, que tu les cadres. Et je trouve, dès le moment où tu te dis, en fait, je comprends maintenant que neurologiquement parlant, on a une diversité de fous dans la société. Et donc, essayons de créer des conditions pour que chacun donne le meilleur de lui-même. C'est trop bien, quoi. Mais je pense que quand tu arrives pas juste à le comprendre, mais à intégrer que celui en face de toi ne pense pas comme toi, et s'il pense pas comme toi, c'est une force. C'est une force, et surtout, c'est pas contre toi, c'est pas moins bien que toi. Putain, là, ok, d'accord, ça sert à rien de lutter.
Ouais. Ça sert à rien de lutter. Et en gros, c'est ça, comment on peut créer un dialogue, comment on traduit les choses pour que, voilà, pourquoi lui c'est si important ce truc-là, et quand je vais dire ce mot-là, il va trigger complet, Ouais, c'est ça. et moi je m'en fous complètement. Ok, d'accord, donc on va trouver ce langage, et finalement, c'est pas parce qu'on parle tous français qu'on va se comprendre, quoi. Ouais. Et ce point-là, il est primordial. J'en ai déjà parlé à un client qui est paysagiste, et il a fait ce travail d'analyser enfin de mieux comprendre les personnalités, sa personnalité, celle de ses employés, etc. Avec une notion avec un genre de tableau des personnalités, etc. Et lui d'être très honnête en disant, moi être avec les gens, c'est un effort, quoi. Ouais. Vraiment. Ouais. Quand il fait une porte ouverte, il dit, ok, je me prépare, quoi, vraiment. Et le soir, je suis cuit, mort. Je sais, voilà, c'est pas ma force, mais c'est nécessaire dans mon boulot. Je le fais. Et donc, il sait qu'il va devoir avoir de la récup derrière, etc. Par contre, il va mettre en avant telle personne dans sa boîte parce que c'est naturel, etc. Et c'est ce truc de réussir à voir plus loin que le bout de son nez, quoi. Ouais. Ça me manque, je trouve, Et surtout terriblement. comprendre que tu peux peut-être des fois juger les gens sur ce premier filtre, Ouais. mais comprendre que c'est toujours pareil. C'est peut-être un inconvénient pour toi d'avoir quelqu'un dans ta boîte à qui ça pompe de l'énergie d'être avec d'autres gens. Mais le jour où tu comprends que ça vient avec plein d'autres super avantages que n'ont pas les gens extravertis, bah là, tu comprends beaucoup plus. Enfin, Ouais. pendant un des derniers voyages photo que j'avais fait, j'avais un de mes clients qui a bossé chez IBM pendant toute sa carrière. Et à la fin de sa carrière, dans les 5-6 dernières années, il était chargé d'une cellule qui devait mettre en place justement un cadre de travail spécifique pour des gens avec des troubles du spectre autistique. C'était Ok. son cadre de travail, il était payé pour ça. Et donc, tu as des trucs un peu classiques je les mets dans des bureaux plutôt individuels que dans l'open space, des endroits où les lumières sont un peu plus tamisées, etc. Mais aussi, surtout, comment on les intègre dans les projets pour faire en sorte qu'ils soient pas aux places qui sont ultra désagréables, mais qu'ils soient aux places où ils vont performer mieux que 10 autres salariés. Et donc, il a fait quasiment un travail de recherche finalement sur comment on intègre, notamment dans une multinationale, une grosse boîte. On ne parle pas de chercheurs qui ont une petite équipe de chercheurs et qui sont sur leur petit domaine spécifique, tu vois. Et en vrai, je trouve ça vraiment intéressant qu'en tant que société, on commence à se poser ce genre de questions, tu vois. Ouais. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Et donc, il y a ça. Et je réfléchis aussi, parce que, bah, évidemment, les enfants grandissant, tu penses à leur avenir et tout, qu'on a la chance aujourd'hui de vivre dans une société où on peut se créer son activité assez facilement. Ça coûte pas 50 000 balles de lancer sa boîte. Aujourd'hui, tu peux être auto-entrepreneur pour 0 €, tu peux être freelance, tu peux faire les choses à ta manière et trouver des clients grâce au contenu en partie, Je suis d'accord. mais et trouver des clients qui fit exactement avec tes valeurs dès le départ. Et donc, en fait, finalement, pour des profils qui se disent le monde du travail ou l'école ou tout ça, enfin, tout ça, ça va un peu dans le même sens, mais n'est peut-être pas le monde qui est adapté à ma façon de fonctionner, bah, en fait, on s'en fout. Je me fais mon activité telle qu'elle me plaît, telle qu'elle est adaptée à mon rythme. Et si je peux m'épanouir comme ça, tant mieux. Enfin, tu vois, Mais ça cool. demande des fois de déraciner des trucs, Oui, ou alors c'est un peu galvaudé ce terme, mais sortir de sa zone, ou en tout cas d'aller côtoyer des gens qui sont pas de ton monde, oui, qui vont te dire: «Ah mais toi tu fonctionnes comme ça, ah et tu y arrives et ça marche». ouais. Ou enfin voilà, Oui, il y a un le nombre de côté. fois quand je dis que j'ai 4 loulous et qu'on a instruction en famille, à chaque fois c'est: Ah, c'est «Waouh, possible. waouh, vous êtes courageux». Comment tu Alors fais? que vraiment moi dans ma tête maintenant non, non, enfin l'inverse. Je vais pas tuer mes enfants, mais ce même cas de figure, mais en allant à l'école et en ayant un boulot salarié et tout, mais ça serait une douleur pour nous. Ouais, Parce qu'on fonctionne comme ça et qu'on a trouvé, et il y a et c'est pour ça que, tu vois, je traverse la France et je viens me voir, c'est pour ça que je me suis forcé aussi des fois à aller dans des espaces de coworking pour rencontrer d'autres personnes, et cetera. Parce que tu peux vite être un peu bien dans ton cocon et louper des choses. Après, c'est aussi un avantage où on peut vite rencontrer des gens au travers des réseaux, ouais. et cetera. Mais, C'est pour ça que je mets vraiment beaucoup ça sur le compte de la société actuelle et du monde du travail actuel qui offre beaucoup d'opportunités, ouais, qui n'était pas le cas il y a 30 ans où bah, ta seule chance c'était d'intégrer une boîte. ouais. Bah, il y a le cadre, il y a le patron, il y a le manager, il y a le Tu sous-chef, il peux y a toi. expérimenter un peu, puis basta, quoi. Et vraiment, tu as ta boîte qui est comme ça, il faut que tu rentres pile dedans, C'est tu ça. vois. Et aujourd'hui, on a cette chance-là, vraiment. Mais Ça, je l'ai plus vu, au travers de mon activité d'ostéopathe, où j'avais cette chance de voir,
toutes les chaînes sociales, enfin, vraiment, personne salariée, ouvrier, patron, grand patron, etc. Et il y a une scission qui se fait de plus en plus forte entre ceux qui comprennent cette évolution du travail et ceux qui... Ils sont encore dans le vieux modèle. Ouah, les jeunes, ils veulent plus rien branler, ils veulent plus bosser, machin et tout. Mais tu peux me parler un peu de ta boîte et comment ça se passe et tout? Ouais, bah attends, faut taffer, et puis c'est telle heure comme ça, telle heure comme ça. C'est ça. D'accord. Mais les objectifs, c'est quoi? Bah, faut faire ça, d'accord. Mais si l'objectif, il le remplit en 5 heures au lieu de 8, hein? Bah, Tu veux dire qu'il part à 15h du boulot? Non, pas question. ouais, c'est ça. Je vais lui donner plus. Ah, ouais, oui, bon, d'accord, ok. Je vois bien la problématique, etc., quoi. Et puis, à l'inverse, après, je peux comprendre aussi à l'inverse, où il y a comme un peu une... je sais pas comment dire, où certaines personnes maintenant veulent le beurre et l'argent du beurre, où il y a un manque de... Comment je pourrais dire? C'est quoi ce serait? De réalisme, peut-être. Ouais, et des fois de fiabilité. Où des fois, tu te dis, quand même, tu t'es engagé, fini l'engagement, et puis passe à autre chose ensuite. Et où des fois, il y a vraiment... voilà, j'ai eu des fois des histoires où je sais pas, c'est compliqué au boulot, parce on est plus que 4 au lieu de 6. Il y a 2 intérimaires, ils sont venus le jour, il est parti pisser, il est jamais revenu. Et il devait faire que 3 jours, tu vois. Il aurait pu faire les 3 jours. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment en ce moment un truc qui est en train d'exploser sur le boulot, et une vision qui est particulière avec des extrêmes, quoi, forcément, à chaque fois. Et il faudra trouver l'équilibre au milieu de tout ça. Je suis curieux de savoir un peu ton planning sur une semaine entre ton boulot et ta famille. Donc, comment ça se répartit? Tu m'as dit que des fois, voilà, tu avais une soirée JV avec tes enfants. Enfin, comment tu fais pour t'organiser? Alors, je passe quand même beaucoup de temps à travailler. Ouais. Donc là, quelque part, de ne pas avoir de déplacement pour aller au travail, c'est quand même très pratique. Ça gagne du temps. J'ai arrêté un peu de compter les heures, mais je sais qu'au pire du pire, il y a un moment où je travaillais 80 heures par semaine. Là, maintenant, je dois être à 50, 55 à mon avis, un truc comme ça. Avec toute la flexibilité que ça inclut. J'ai la chance de pouvoir aller chercher mes enfants s'ils sont malades à l'école, enfin, ce genre de truc, donc c'est quand même très cool. Mais donc, sinon, moi, ma semaine, en gros, un jour typique de semaine, on se lève 6h45, le petit-déj, j'emmène les enfants à l'école, je reviens, et donc à 8h15, je peux commencer à bosser. Des fois, je me pose un peu, c'est le moment où je me refais un deuxième café, et je glandouille un peu sur les réseaux, etc., parce que je sais que mes équipes, elles arrivent plutôt vers 9h. Mais des fois, je bosse un petit peu avant qu'ils commencent. Et après ça, généralement, je bosse toute la journée. Ma femme est régulièrement aussi à la maison en tant que chercheur. Des fois, elle peut aussi télétravailler. Tu fais une pause de midi, rassure-moi. En général, oui. Ouais. Après, des fois, j'ai des rendez-vous, des fois, je mange. Ok. Voilà. Quand ma femme est au boulot, quand ma femme est à Lyon, généralement, je me regarde des vidéos YouTube pendant que je mange, mais donc ça prend un quart d'heure et je reprends le boulot, quoi. Ah, full YouTube. T'es libre totalement. En un travailleuse. En même temps, non, je dis ça. Enfin, moi, des fois, je me fais peur en regardant le temps, c'est sur mon téléphone, là. Ouais. Mais c'est aussi que il y a beaucoup de vidéos que tu écoutes. Oui. De plus en plus, quoi. Ouais. Et ma femme me le reproche, j'ai des fois une oreillette qui traîne et je suis en train d'écouter un truc. Pendant que tu parles? Non, pas pendant que je parle. Pas pendant que je parle, mais tu vois, si je fais la vaisselle, ça me fait pas rêver la vaisselle, je m'écoute un truc. Ouais, oui. Voilà. Mais comme quand je suis en train de faire la vaisselle, des fois elle va me poser une question, je vais pas tilter tout de suite. Ça m'énerve aussi des fois, mais je comprends. Donc, j'essaie de faire gaffe, mais j'ai une telle appétence, et en fait j'ai beaucoup le FOMO. Là, j'ai envie d'absorber toutes les connaissances, quoi. Je rêve presque du truc de Matrix. Ouais, c'est ça. Et je peux tout absorber. Mais ma femme, elle, c'est l'opposé. Vraiment, elle est loin de tout ça et pas du tout. Donc, elle comprend parfaitement que je suis passionné, mais bon, ça la saoule, des fois. Des fois, des branches un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends son point de vue aussi. Ouais. Bah oui. Donc après, généralement, je cherche les enfants à l'école. Des fois, ils vont à l'étude, des fois pas, ça dépend des jours. Ils ont beaucoup d'activités parce qu'ils ont besoin d'être très, très nourris. Donc, ils ont tous les deux, genre 3 ou 4 activités extrascolaires. Donc, ça te fait des conduites en plus. Voilà. Après, moi, j'aime bien conduire. Et puis, des fois, quand je les attends, genre, ils sont à la musique, je me mets sur le parking, je bosse pendant 1 heure en les attendant. Enfin, voilà. Donc, ça, je peux bosser d'un peu partout. Ça, c'est quand même pratique. Mais bon, voilà, dans l'agenda, ça fout un peu le bordel aussi, quoi. Et après, le soir, majoritairement, je bosse.
jusque 1h, 2h du matin. Alors, parce que donc les activités. Alors j'ai oublié quand même le coucher, Ouais, effectivement. c'est ça. Il y a un moment qui peut être important du dîner. Vous mangez ensemble Ouais, le soir? bien sûr, Ouais. oui, le soir on mange ensemble. Et puis après, souvent, mon fils aime bien que je raconte une petite histoire, ou bien voilà, on fait un petit truc ensemble de temps en temps, mais rarement on fait des activités ensemble le soir, quand même. Des fois, il y a des devoirs, enfin, tu vois, des petits trucs comme ça, mais là aussi, bon côté des choses, ils ont généralement, les devoirs sont faits très vite et très bien. Donc ça fait partie des... Focus, quoi. Ça fait partie des bonnes choses. Ouais. Mais ouais, voilà, dans les grandes lignes, en tout cas, la semaine, c'est plutôt comme ça, c'est plutôt focus boulot pour moi, et boulot est utilitaire pour les enfants, c'est-à-dire les repas, les conduites, Ouais. les machins comme ça. L'opérationnel maison, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et par contre, les week-ends, et ça fait un paquet d'années que c'est le cas, zéro travail. Ok. À part le Cool. dimanche soir, éventuellement, je m'y remets, Ouais. mais sinon, c'est vraiment, je bosse pas le week-end. Et alors là, la difficulté, c'est de faire le poids entre les trucs de maison, jardin, etc. Il y a toujours des trucs à bricoler, toujours des trucs à faire dans le jardin, etc. Ou passer du temps avec les enfants, faire des jeux, faire des trucs comme ça. J'essaie toujours de passer un petit peu de temps avec les enfants quand même. Mais pour moi, le week-end est vraiment dédié à la famille. Et après, j'ai instauré ça il n'y a pas très longtemps, mais moi, je suis obligé de me créer des routines, sinon j'aurais tendance à trop bosser, un peu comme toi, tu vois. Du coup, j'ai un soir par semaine où je fais une soirée avec ma fille, et un soir, une soirée avec mon fils. Donc en fait, en gros, on a le mardi soir avec mon fils. L'idée, c'est soit on regarde un film, soit on fait du jeu vidéo. Lui, il alterne pas mal. Alors, on a joué, là, on joue à Raft en coop. Donc, c'est un jeu où tu es sur un tout petit bout de bois, un petit radeau, et tu récupères plein de déchets dans l'océan et tu construis un énorme raft. Donc, alors, il est impressionnant là-dedans. Enfin, c'est un architecte dans sa tête qui construit des trucs de fou. Il va 10 fois plus vite que moi. Là, je l'ai mis sur les jeux de gestion. Anno 1800, il est très 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 fort aussi là-dedans. Ils ont fait des dernières versions parce que ça date Anno de 1800, non? 1800, oh, ça date de quelques années, de 3 ans. Mais après, il y a ok. nous, de notre génération, on avait des bien plus vieux, les 1404. Il y en a plein, Oui, en fait. c'est ça. C'est que c'est pas le. Oui, d'accord. Voilà. Mais donc voilà. Et avec ma fille, on fait aussi pas mal de jeux vidéo. Et là, on fait du Life is Strange. Je sais pas si tu connais Life is Strange. Oui, le storytelling est incroyable dedans. Hein, T'as l'impression de regarder un film Ouais. et tu dois prendre des décisions hyper importantes. Ouais. Et comme c'est un des trucs les plus durs de sa vie à elle, de prendre des C'est décisions, un exercice il a incroyable. toujours entre deux trucs où il y a pas de bonne décision. C'est je tue toute la ville ou je tue mon amour éternel, tu vois. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que Life is Strange, en plus, aborde par le jeu plein de thématiques des ados. Ça parle de sexe, ça parle de drogue, ça parle d'amour, ça parle de trahison, ça parle de trop bien. gun, ça parle de tous ces trucs-là. Et c'est vraiment, elle adore ça. Et c'est un truc... C'est plutôt ado américain, quoi. Oui, bon, après, c'est un studio français qui a fait le truc. Mais en tout cas, t'as de la violence, je t'as tous vois. ces trucs-là. Ouais. Et c'est vraiment un truc qu'on partage à deux, qui la marque vraiment. Elle n'a pas envie d'y jouer toute seule. Moi, je suis trop content de partager ça avec elle, même si, pour être tout à fait honnête, si jamais elle écoute un jour ce podcast, voilà, elle rigolera, mais 3 fois sur 4, je m'endors pendant que parce qu'elle est en train de jouer. Moi, c'est la fin de ma semaine, le vendredi soir, et des fois, et après, bon, il s'est passé quoi là? Donc, mais il n'empêche, voilà, c'est une super expérience, et je pense vraiment que c'est un truc qui va être un moment dont on va se souvenir très 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 longtemps, elle et moi. Vraiment un truc fort, quoi. Bonding experience, tu vois. Et le samedi soir, on fait un truc tous ensemble, tous en famille, ma femme, moi et les 2 enfants. Donc soit on regarde un film, soit des jeux de rôle, soit les jeux de rôle qu'on a intégrés il n'y a pas très longtemps, mais qui, en fait, c'est ma femme qui fait MJ, maître du jeu. Ma femme étant ce qu'elle est hyper portée sur le détail, la préparation, les trucs. Ouais. Donc c'est des parties incroyables, mais on a fait 3 ou 4 soirées, et après là il faut qu'elle prenne 10 heures pour préparer une soirée, tu vois. Ah oui. Alors que moi, quand j'étais MJ, en vrai, au doigt mouillé, j'ai une idée de la carte et tout. Allez, c'est parti, on joue, quoi. Et C'est qu'on a une réflexion eucharistique et ça fonctionne très bien d'y aller au mouillé. voilà, débat pour elle. Mais en tout cas, c'est un truc génial, et le jeu de rôle, en tout cas, correspond très bien à ma petite famille. Voilà, on s'éclate là-dedans. Voilà. Donc, Donjons et Dragons, un truc classique, quoi. Et donc voilà, donc on a ce temps-là en famille, on va dire, on essaye en tout cas de le faire en famille. Maintenant, l'ado, de temps en temps, quand on regarde des films, ça la saoule, quoi. Elle va dans sa chambre, mais voilà. Et après ça, juste pour terminer sur le truc des enfants, moi, j'ai à cœur d'essayer de leur faire vivre des petites micro-aventures. Je le fais pas encore autant que je voudrais, mais pour donner un peu un exemple, sur ma chaîne photo, généralement, je fais des sorties photos, j'appelle ça des quarts d'heure photo, mais c'est des sorties photos dans la nature.
Et pendant très longtemps, je le faisais avec des collègues photographes. Je faisais une collab avec quelqu'un d'autre, on partait ensemble, etc. Et jusqu'au jour où j'ai eu ce switch dans ma tête de me dire, mais ça me prend beaucoup de temps. Et à côté de ça, j'aimerais passer plus de temps avec mes enfants. Et un jour, je me suis dit, mais t'es con, en fait, pourquoi tu le fais pas avec tes enfants? Et donc, je me suis mis ce petit projet tout bête, mais de dire, j'ai envie de découvrir les parcs nationaux français. Et je vais le faire avec mes enfants, une fois avec l'un, une fois avec l'autre. On part un week-end, 3 jours. On va camper, on va planter la tente dans la forêt, enfin des trucs simples en fait. Et j'en profiterai pour leur apprendre la photo et transmettre la partie photographie. Donc on l'a déjà fait 2 fois, là j'en prévois 2 autres cette année. Et l'idée c'est que ce soit un petit projet comme ça qui se continue. Et ça pour le coup je sais que c'est des choses qui demandent de mettre pas mal d'intentionnalité au moment de l'organiser. Parce que bah oui, week-end, en fait des fois on a envie de se poser, on n'a pas envie de tout ça. Mais jamais on regrette de le faire en fait ce truc-là. Et je sais que c'est des souvenirs qu'on va garder, et moi et eux, super longtemps. Donc c'est le truc où je me dis, il faut faire l'effort d'organiser ces trucs-là un petit peu. Donc c'est pas grand-chose, hein, tu vois, c'est 2 week-ends dans l'année, 2 week-ends un peu prolongés dans l'année, mais on se fait des souvenirs, voilà, des souvenirs à vie. Et donc ça, c'est des trucs qui pour moi sont vraiment importants. Et, Et... on va aller dans des trucs peut-être un peu plus deep sur, ok. sur l'idée de devenir papa. Ouais. En fait, c'était quelque chose, entre guillemets, que tu avais imaginé depuis longtemps. Est-ce que ça faisait partie au moins du plan de ton plan de vie? Est-ce que ça a été mûrement réfléchi? Est-ce qu'il y a eu des questionnements par rapport à ça et sur la notion de devenir papa, quoi? C'était plutôt un truc qui était voulu, ouais. Moi, j'ai passé pas mal d'années à faire des colos, à être animateur, etc. J'aime bien le côté et le côté transmission. Tu vois, quand on était petit, pendant longtemps, je voulais être maître d'école. Enfin, tu vois, tu connais, je pense. Ouais. Et donc pour moi, c'était une évidence. C'était aussi une envie de partager avec ma femme. Et on a mis ça en route assez vite, en fait. C'était au moment où elle était en post-doctorat, quand on habitait. On a mis la grande en route juste avant de partir aux États-Unis. Donc elle a grandi là-bas. Puis après, on est arrivé aux Pays-Bas et notre fils est né aux Pays-Bas. Donc il y a ce côté un peu international aussi, tu vois. Et ouais, l'idée c'était de faire ça tôt. Comme ça, ils grandissent vite et comme ça, on peut faire des trucs cool tant qu'on est encore valide aussi de notre côté, tu vois. Oui, je comprends. Il y avait un peu ce côté-là. On n'a pas envie d'avoir des enfants qui ont 15 ans quand nous on a 70, tu vois. Ok. Enfin, ou 60, ouais. Mais je sais pas si tu veux aller plus loin. Enfin, ouais. Si, et justement, après, quand donc, vous avez prévu des avoir-retours, etc., et cette sensation d'être papa, elle est arrivée à quel moment? Vraiment de concrétiser le fait que tu étais père, et est-ce que ce que tu pensais de la paternité s'est révélé ensuite, ou alors waouh, ah non, en fait, pas du tout, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est vachement dur à dire quand est-ce que je me suis vraiment senti papa. Après, ça peut être quelque chose qui je pense que s'est fait au fil de l'eau. c'est vraiment le truc classique où quand tu le sens dans le ventre au début, ça fait bizarre, un petit peu. Et puis après, effectivement, des moments où elle est née, tu vois, ça fait forcément quelque chose et ça concrétise le truc. D'autant plus que, étant aux États-Unis à ce moment-là, ma femme avait 0 congé maternité. Oui, donc Aux Pays-Bas non plus, d'ailleurs, on n'a pas eu parce que c'était un statut spécial. Et clairement, moi t'étais sur le pont, quoi. mon rôle, c'était d'élever ma fille pendant que ma femme allait au travail. Donc voilà, et c'est un rôle que j'ai pris dès le départ avec grand plaisir. Enfin, tu vois, voilà, c'était vraiment la mission et je suis très content de ça. Donc, non, j'ai adoré faire jouer ce rôle-là. Cool. Et justement, la paternité pour toi, est-ce que c'était cohérent avec ce que tu imaginais avant d'être papa? Ou alors t'as été surpris, et sur quels aspects? Est-ce que toi, tu t'es pris une genre de plaque de responsabilité dans la tête? Est-ce qu'il y a eu une fatigue physique qui fait que c'était dur à un moment? Enfin, Bah, ça commence à être un peu loin les jeunes années pour eux, donc bah oui, comme tous les parents, tu te dis en fait, je pensais être fatigué, en fait non. Maintenant, je sais ce que c'est d'être fatigué. Encore une fois, on peut faire un parallèle avec le boulot et l'entrepreneuriat, mais tu peux être salarié à 35 heures et te dire oh là là, qu'est-ce que je bosse, qu'est-ce que c'est fou. Et après te mettre à ton compte et bosser 45 heures et te dire ouais, je pourrais jamais bosser plus. Et en fait, tu te rends compte, tu peux pousser, que 80 heures ça se fait, même en étant claqué.
jusqu'au jour où il y a le burn-out qui arrive. Donc voilà, donc faire très très attention parce qu'on ne doit pas venir. Moi, Je pense que quand tu es m'en éloigne. salarié et que vraiment tu te sens fatigué, il y a aussi une fatigue psychologique potentiellement parce que tu ne kiffes pas forcément ou tu te sens contraint, etc. La fatigue du parent, il y a une vraie fatigue du cerveau, quoi. Oui, c'est ça, ça Cerveau répond plus. physique. Ouais. Ça répond plus. Mais tu vois que tu peux pousser beaucoup plus loin que ce que tu carrément. pensais. En tout cas, donc déjà, il y a ce côté-là de. Je pense que ça doit avoir un biais psychologique sur nous, un côté où on se dit, en fait, on est des super-humains de base, en fait. Dès que tu me mets ce truc qui se réveille 4 fois dans la nuit, qui demande à manger tout le temps et qui demande de l'attention, etc., en fait, on arrive à gérer quand même, tu vois. Ouais. C'est galère, mais on arrive à gérer. Donc, en fait, tu te rends compte que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu imaginais avant. Donc ça, je trouve que c'est un apprentissage intéressant. Après, moi, le principal apprentissage, c'est que, en fait, tu as plein d'idées préconçues sur voilà comment on va l'élever, voilà ce qu'on va faire, etc. Ouais, que des jouets en bois d'arbre. Et ça vole en éclats dès les premiers mois, parce que tu te rends compte que ton gamin, c'est lui qui... En fait, soit, oui, tu peux les forcer à faire certaines choses, mais tu te rends assez vite compte que c'est peut-être pas une bonne idée, c'est assez malsain. Moi, en fait, le plus gros déclic sur la parentalité, il a eu lieu parce qu'on habitait aux États-Unis, où en fait, on a effectivement côtoyé des parents où c'était l'enfant roi jusqu'à ses 18 ans, vraiment le gamin qui court partout, qui pète des trucs, et la maman qui court derrière en disant « Ah, bah c'est vraiment pas très bien, hein. J'espère que tu t'amuses quand même. » Enfin, tu vois, vraiment le cliché, quoi. Ouais. C'est réel. Et moi, le jour où ça m'a fait un déclic, c'est de me dire, mais en fait, quand ils deviennent adultes, ces gens-là, ils sont très bien. Tu vois, ils ont beau avoir été élevés selon nos standards français, Oui. dans la pire des manières, enfant roi, etc. En fait, c'est des adultes qui sont plutôt bien dans leur peau, qui ont confiance en eux, qui sont ambitieux, qui ont plein de projets, etc. Parce qu'ils n'ont jamais eu ce côté règles, restrictions, punitions, etc. Moi, j'ai été plutôt élevé à la façon très française, justement, il y a un cadre, il y a des punitions, des trucs comme ça. Je vois les bons côtés aussi de cette chose-là, qui fait qu'on est capable de s'adapter. Enfin, tu vois, il y a plein de bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Les côtés peur de l'échec, les côtés j'ai l'impression que j'ai pas confiance en moi, enfin, ce genre de trucs. Et du coup, nous, dès le départ, en tout cas, et ça nous a aidé d'être très très loin de la famille pour ça, on a voulu doser un peu entre les deux, en fait. Et de dire, il y a quand même des trucs qui sont dans le cadre, il ne faut pas que ça sorte du cadre, etc. Il y a plein d'autres trucs où on laisse de la liberté à nos enfants, etc. Donc on a fait notre sauce, alors que je pense que quand tu es très proche de ta famille, etc., tu es forcément influencé, jugé en permanence sur la façon d'éduquer tes enfants et tout. Et nous, on a eu cette liberté-là, et je suis très 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 content qu'on l'ait eu, et qui est d'autant plus important maintenant qu'on a des diagnostics derrière pour nos enfants, et que du coup, heureusement qu'on n'a pas été trop violent et trop punitif sur eux. Voilà, tout en sachant, s'il faut préciser pour les personnes qui ne sont pas sensibilisées à ces questions-là, que c'est quasiment que de la génétique, c'est pas environnemental. Tu développes pas un TSA ou un truc comme ça à cause de l'éducation. C'est pas parce qu'ils ont mangé du bœuf américain que... C'est ça, d'autres problèmes avec le bœuf américain, mais pas celui-là. Oui. Donc en fait, et rétrospectivement, on repense à comment ils étaient même tout bébés, et on voit les signes. On voit les signes déjà, c'était flippant, quoi. Ah, ok. Ouais. C'est marrant. Cette idée d'influencer par on l'a eu forcément nous, quand on a fait le choix de l'instruction en famille, où ça a créé beaucoup d'inquiétudes. Et là, vraiment, le fait d'être vraiment intime avec ma femme et d'être solide et de se référer, un peu comme tu viens de le faire, peut-être le côté ingénieur, de se référer, quand on regarde concrètement ce qui se passe après, quand on regarde les chiffres des enfants qui étaient en instruction en famille ou unschooling, etc., bon, ils ont l'air d'être OK. Ils sont intégrés à la société, ils sont pas malheureux. Ça va. Il n'y a pas une plus grande proportion de gens perdus. Non, au contraire. Après, ce qu'on a pu constater, il y avait une plus grande proportion d'artistes. Ouais. Voilà. Mais est-ce que ça vient pas aussi du cadre familial où c'est souvent plus des gens peut-être qui ont cette proportion-là qui vont prendre, tu vois? Il y a peut-être de ce truc-là, mais en tout cas, ça avait l'air d'aller. Et puis, je l'ai déjà dit, mais j'avoue que c'est sûrement pas une bonne raison, mais le côté on fait pas comme tout le monde, ça nous plaît aussi. Si je suis honnête, complètement. Et le côté explorateur aussi. Parce que bon, même il y a quand même maintenant beaucoup de familles qui le font, mais il n'y a pas encore beaucoup de choses de décrits, etc. Et ce côté explorateur, tester quelque chose, un peu entrepreneur de la famille, tu vas dire on va tester un nouveau concept, c'est hyper grisant quand même. Même si ça peut faire comme vachement peur parce que tu expérimentes avec tes enfants. Ouais, mais après, quand je vois concrètement les chiffres de l'école et des fois, je me dis, waouh, là, j'expérimente un truc, je suis pas sûr. Mais si on fait comme tout le monde,
il y a des trucs qui sont sûrs et pas terribles. Oui. Donc, bon, il y a aussi... Et puis, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est souvent des choix qui sont réversibles. Tu peux te dire, on fait 1 an ou 2 en homeschooling, on voit comment ça va. Si ça nous convient bien en tant que famille, ça convient bien à nos enfants. Ouais. Si on a l'impression que d'un seul coup, ils sont désociabilisés, que ça va pas, etc., on les remet à l'école. Oui, carrément. En fait, alors là, en Et- plus, ils s'adaptent à toute vitesse. Et puis, bah, justement, quand on avait creusé le sujet, on avait l'exemple d'enfants. Enfin, parce que en plus, notre point de vue était pas forcément de reproduire l'école à la maison, mais on suit le rythme, on voit. Et puis, s'il y en a un qui apprendra à lire plus tard par rapport à l'autre, et Ouais. voilà. On a vu qu'ils avaient besoin, et nous, on avait aussi besoin d'établir des temps plus formels d'apprentissage à un moment. Voilà. Et on a cadré un peu ça. Mais on avait pu voir que des enfants, des fois, se mettaient à la lecture très très tard, 11-12 ans, et quand ils s'y mettaient parce que c'était le moment pour eux, Ouais. en Ils fait, apprennent à toute vitesse. ça montait et qu'il y avait une plus grande proportion. Enfin, ceux qui se mettaient tard à la littérature et qui commençaient quand ils avaient envie, il y avait une plus grande proportion de carrière littéraire derrière. Ah, marrant. C'est ça qui est ouf. Rigolo, ouais. C'était un truc fait par rapport à... C'était pas vraiment... C'était du homeschooling. C'était en fait des écoles... des écoles alternatives où il n'y avait pas de programme, où vraiment c'était la liberté complète, etc. Et avec des enfants voilà, qui se lançaient dans la lecture très très tard, etc. Et ça m'avait vraiment interpellé, dont la journaliste qui a fait le reportage sur Snowden, d'ailleurs. Et c'était assez fou ce truc-là. Et je le vois, hein, quand on est sur le truc, et parce que ça touche un besoin qu'ils ont, pas se faire gruger les cartes Pokémon, il faut savoir lire, quoi. Ouais. Tu vois, quand tu veux faire ta liste pour le Père Noël, tu dis, bah, ok, pas de problème, mais écris-nous la liste, sinon comment on va s'en rappeler et tout, quoi. Tu dis, ok, putain, comment ça écrit ça, Et machin, puis ça, je trouve que c'est assez sain comme déclenchement de l'apprentissage, Bah, d'avoir une motivation personnelle et que ce soit pas forcé. Donc, et l'air de rien, je trouve une des meilleures compétences qu'on peut donner à nos enfants, c'est la capacité d'apprendre toute leur vie. ah, Et donc de se dire, bah en fait non, ça commence à l'école, ça s'arrête à la fin de l'école, c'est la pire des choses. Donc ouais, se dire que ça après, s'arrête une fois que t'es plus à l'école. voilà. Oh là là, mais non, c'est... Après voilà, les programmes évoluent un petit peu dans ce sens-là, mais ça se fait toujours lentement. Enfin, l'éducation Et puis nationale est compliquée à faire bouger. pour la santé mentale et la santé du cerveau, la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre des nouvelles choses tout le temps. C'est ce qui fait que Tu te sens bien. ça s'enraidit pas et que tu fixes pas des trucs et que tu ne dois pas buter borné, ou même il y a une moins grande proportion à développer des problèmes de sénilité, de choses comme ça, quoi. Donc c'est vraiment d'intérêt public, quoi. Apprenez tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le Est-ce que temps. tu vois des inconvénients au homeschooling, maintenant que tu le pratiques un petit peu avec tes Ouais, enfants, etc. Est-ce que je pense que ce qui revient le plus, et encore maintenant, c'est devenu, on a bien adapté, mais c'est le fait que ça mange forcément du temps sur nos plannings, sur le fait que même si j'ai appris à faire de plus en plus de choses, même avec un bordel environnant, etc., je pense que ça me défocus justement Ouais. du boulot, etc. Il y a au début, c'était dur parce qu'il y a des moments où même s'ils ont beaucoup d'activités aussi, et il y a, là où on est, il y a beaucoup de familles aussi qui font ça, donc on les voit souvent, etc. Potentiellement, on est face des fois à l'ennui de nos enfants. Ouais. Alors que d'habitude, c'est peut-être plus les profs qui l'ont, cet ennui. Et là, on est face à cet ennui-là, et comment on réagit. J'en parlais dans une autre émission. Est-ce qu'il faut absolument sauter sur le truc et tu dis, oh, faut que je te propose un truc, tiens, fais cette activité-là, tu peux faire ça, il y a tel jeu, il y a tel truc. Ou on a pu voir quand même, des fois, d'accepter l'ennui et de finalement solliciter l'enfant là-dedans, et ça lui demande de développer son imaginaire et d'aller chercher son truc et tout. C'est plutôt une bonne chose aussi. Et je vois maintenant mes deux grands, il n'y a plus trop ce truc-là, en fait. C'est des phases, en fait, ils passent par des Ouais, phases. c'est Il faut leur des apprendre à phases. dealer avec ces phases-là. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, du coup, ça vous amène des nouveaux challenges en tant que parents, que n'ont pas les parents comme nous, par exemple, où les enfants vont à l'école, et donc ces trucs-là, Alors après, on fait appel, top sur l'apprentissage, on fait appel à des gens. On a voilà, deux amis qui sont institutrices et qui vont nous guider aussi quand on ne sait pas faire ou qu'on sent qu'on bute sur un truc. Comme on avait participé à la création d'une école alternative, donc on a un genre d'annuaire aussi de gens qui ont des compétences dans différents domaines, donc ça aussi. Et puis on reste complètement ouvert, on dit, bah, les gars, vraiment, si
peut-être qu'on ne sait pas faire non plus, nous, de notre côté, si vous voulez retourner à l'école, il n'y a pas de problème, Ouais. quoi. Tu vois, Ouais. pour eux, c'est pas le sujet, en tout cas, mais ça reste ouvert, il y a aucun souci. Ça, je pense que c'est super important aussi de Ah bah ouais, non, dire, c'est si tu pas... crées du homeschooling au départ, c'est justement pour suivre leur rythme Ouais. à eux. Si dans leur rythme ou dans leurs envies, ils ont envie de voir ce que c'est, Ah bah, l'accepter carrément. aussi, en fait, et quelque part de... Là, mon ami qui a la ferme pédagogique dont je te parlais, ils ont 4 enfants et elle a 6 ans, ouais, leur fille, leur troisième, bah là, cette année, elle a voulu aller à l'école. Donc c'est la seule qui va à l'école Ouais. et elle y va de bon cœur et elle est à fond, quoi. Mais c'est enfin, limite, quand elle en parle, on a l'impression elle va au parc d'attractions, quoi. Ouais, et du coup, elle en profite vachement plus Ah que bah ses camarades, ah j'imagine, bah, qui eux carrément. traînent des pieds pour y aller. Bah ouais, elle est à fond, puis vraiment elle kiffe montrer ce qu'elle a appris et cetera, il y a vraiment, après, hem, ça permet donc de créer un cadre où il y a finalement peu de contraintes, mais je me pose la question, toi des fois là, est-ce que de jamais vivre de contraintes, parce qu'on a des fois ce retour-là en disant: «Bah ouais, mais s'ils ont pas de contraintes, après quand ils vont être Ça les confrontés prépare pour le monde du voilà, le travail, monde du etc. travail et tout». Alors Bien je sûr. dis: «Bah, chaud, on en parle, le monde du travail, il va évoluer, clairement, si tu te fais chier dans ton travail, mais change quoi, ou crée autre chose, enfin, il y a pas de souci». Mais, je le vois pas que là-dessus, mais sur, quand tu es face à des contraintes ou des obstacles, bah, ça te développe des compétences pour trouver d'autres Oui. solutions. Voilà, donc, je suis vraiment dans ce truc-là où des fois on dit: «Bah, voilà, quand on est cool avec quelqu'un, ça va faire quelqu'un de laxiste et puis si tu as des parents, qui sont nazes, et bah, tu vas devoir développer tes propres compétences». Oui, ouais, c'est vrai. Et donc tu vois, je suis un peu dans ce truc-là, je dis: «Qu'est-ce que je fais? Je fais exprès de les mettre dans la merde ou quoi?» Tu sais, je leur file un couteau, machin, tu sais? Ouais. Et donc des fois, je me pose cette question-là, où bon, je pense qu'en se retournant, ils vont forcément nous dire qu'on aura fait des conneries, ça, c'est évident. Ah, mais Mais voilà, ça amène peut-être des questions dans les inconvénients du homeschooling, peut-être qu'on a ces questions qui sont encore un peu plus fortes ouais, parce que, effectivement, là, on prend toute la responsabilité, même c'est si ça. normalement Tu vas plus l'école te doit être là pour enseigner et pas éduquer. Mais, tu vois, on prend toute cette responsabilité-là, donc il y a un peu ce truc-là quand même. ouais. Mais je pense que le fait que tu te poses la question déjà, montre que C'est un probablement bon dans les signe. faits, déjà tu les confrontes un petit peu à se prendre en main, à avoir quelques Moi, responsabilités sur c'est certaines choses, tu vois? principalement sur le Tu les prépares, quoi. je leur ai dit, j'ai déjà dit, hein, mais avec papa, vous pouvez dire des mots pas judicieux, des gros mots, uniquement si c'est terriblement marrant. Si le contexte fait que c'est marrant. Et je les challenge à fond sur cette notion d'humour Ouais. et de comprendre le contexte, le non-dit, tu vois, d'une situation, le jeu de mots, le truc comme ça. Et ça, là-dessus, par contre, j'ai aucun scrupule, hein. Non, c'est naze ta blague, Ouais, mais personne la valide. Personne la valide. ouais, je t'avoue qu'on a un peu ça dans la famille aussi, les côtés blagues de papa, Ouais. que je leur ai transmis aux 2 là et ils s'éclatent là-dedans et c'est un truc qu'on partage aussi, mais c'est trop bien. Et j'adore ce Parce moment que où c'est il balance la vanne, des il jette un petit coup ouais, d'œil. exactement, Ah, c'est validé ou c'est pas exactement, validé? exactement. Il y a ce côté-là, j'étais bon, j'étais pas bon. Il y a presque, ouais, presque une évaluation de Ouais, c'est du ça. niveau de nasitude de la blague, Ils passent, ouais, ouais, c'est ça, au Paname Comedy Club et ils font leur c'est truc, ça, c'est ça. cool. Ouais, c'est cool. Bon, on a embrassé plein de trucs, hein. Ouais, c'est pas mal déjà. C'est vraiment pas mal. Je te remercie parce que, ça a été, bah, déjà de m'accueillir, de m'avoir Ouais, accueilli. avec plaisir. C'est vraiment, vraiment super cool. D'avoir été extrêmement bienveillant parce qu'en plus j'avais un peu de retard, tout ça, c'est vraiment sympa. Et et puis je trouve en tout cas, que tu as été hyper, enfin que tu as livré de manière très, simple, facile, par rapport à ton vécu, donc c'est voilà, on a pas eu beaucoup de pudeur. Voilà. C'est le but de ces podcasts, je Ouais, pense, de toute ouais, c'est façon, ça. puis de montrer aussi des expériences et des aventures différentes, ouais, il y a pas de normes, hein, chacun fait à sa sauce. On fait tous de notre mieux. Je pense que, pour moi, enfin, le Oui, truc qu'on essaie de se dire aussi avec ma femme, c'est, du moment qu'on fait de notre mieux à chaque étape, ce sera jamais parfait, mais, du moment que tu te retournes en arrière, tu te dis pas, «Ah là, je regrette de pas avoir fait plus ou de pas avoir fait autrement». ouais, Bien, on fait le job, après, ouais, c'est jamais parfait, hein. c'est ça. Donc malgré tout, si les gens sont arrivés au bout de l'émission et tout ça, s'ils se posent des questions et qu'ils ont envie de te contacter, ça va être quoi? Ça va être principalement au travers de quoi? LinkedIn Ouais, ou LinkedIn, c'est pas mal, ouais, parce que sinon après, je sais que mes adresses mail, elles traînent pas trop, ouais. mais LinkedIn ou après en commentaire YouTube, voilà, mais LinkedIn, c'est pas mal.
Voilà. vers le positionnement. Voilà. En tout cas, si quelqu'un se pose des questions pour développer sa chaîne, etc., c'est... Plus pour la chaîne que pour la parentalité. Ouais. C'est que pour toi, ça. Ouais. Après, si jamais quelqu'un qui veut développer une chaîne sur la parentalité, peut-être qu'on fera un... Oui, mix, voilà. Mais ok, très bien. Merci beaucoup. Ah, merci à toi, Et- Thierry, c'était cool. Et c'était vraiment cool. J'ai vraiment été... voilà, j'ai appris plein de trucs. Et j'étais... voilà, c'est une émission que j'adore. Enfin, c'est vraiment le type d'émission que j'adore. Ça va être très large. Je sais pas comment je vais réussir à faire un choix pour avoir une ligne plus directrice, plus claire pour l'année prochaine. Peut-être que, tu vois, ce que j'ai retenu, c'est peut-être que vraiment je prends tellement de plaisir à le faire, je vais me dire, tant pis, en fait, ça va être déjà juste de la faire. De pouvoir, comme tu dis, soit décharger des idées, soit d'apprendre des choses. Et puis les gens qui tomberont dessus et basta. Et puis peut-être que je me poserai plus je me creuserai peut-être plus la tête pour le côté peps média et le côté pro, etc. Mais je kiffe tellement ça que... La ligne édito, des fois, elle se construit d'elle-même. Hein. Ouais, ça En fait, viendra. tu tentes plein de choses différentes, fais que des trucs qui t'éclatent. Soit tu verras qu'il y a certains trucs qui t'éclatent plus que d'autres et donc tu vas aller naturellement vers ça. Ouais. Soit tu verras qu'il y a des contenus qui marchent mieux que d'autres et tu diras, en fait, ça je vais jeter et puis finalement je vais continuer ces trucs-là. Mais Ouais. ça peut se construire petit à petit. T'es pas obligé d'avoir la grande vision avant. Quoi. Ouais, C'est comme quand t'es parent, c'est pareil. Hein. oui, c'est ça. Tu construis le truc étape par étape. Tu sais Voilà. pas. C'est pour ça que Ça va, j'en ai fait plusieurs, parce que je vais peut-être en perdre un, enfin tu vois, voilà. Donc si je paume un gamin, je peux essayer avec d'autres. Mais en vrai, ça peut être une édito pour toi de faire des. Alors, faut trouver comment axer le truc, mais les parallèles entre parentalité et le monde du travail, ou l'entrepreneuriat et la parentalité, je sens que c'est le truc qui tétille de toute façon. Bah oui. Là, j'ai remarqué dans la discussion qu'il y a plein de moments où on disait, on rebouclait sur l'un ou sur l'autre en permanence. Maintenant, ça peut être un sujet qui est un peu délicat parce que si tu vas sur les, comment on appelle ça, les Nurture LinkedIn, je sais pas si tu vois ce que c'est, Nurture LinkedIn, c'est un groupe Facebook de gens qui vont sur LinkedIn trouver les posts les plus cringe possibles. Ah oui. Et t'as souvent des posts du style, je sais pas moi, je viens de perdre mon grand-père, Ah oui. mais et ça va donner une leçon entrepreneuriat. Enfin, tu vois, sur le parallèle, évidemment, ils sont très très douteux. T'as en selfie à côté de la C'est ça. Oui. Donc, faut évidemment faire gaffe, ça part pas là-dedans. Mais en vrai, je trouve ça intéressant et c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé aujourd'hui. Je vais pas relancer la machine, mais je pense que ton axe, il est sur le fait que vie pro, vie perso, ça n'existe pas. Il y a une vie dans laquelle, en fait, on essaie de je pourrais créer imbriquer ensemble. un concept comme Théolio avec l'entrepreneuriat. Il y a un mot à inventer. La vie pro-so. La La vie per-pro, un truc comme ça. Mais c'est ça, en fait, arrêtez de vous dire que vous devez sacrifier l'un pour au profit de l'autre. Il y a évidemment des décisions et des arbitrages à faire. Ouais. Moi, j'ai mis ça sur une forme de liste de priorités, mais comme il veut. Mais en réalité, c'est des trucs qui sont interconnectés. De plus en plus, si on arrive à intégrer nos enfants dans notre vie pro, intégrer notre vie pro dans notre vie de famille et tout ça, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça ton truc. C'est un bel aiguillage. Je prends. Cool. Merci beaucoup. Bon, La conclusion est beaucoup trop longue. c'est une très très grande conclusion, mais j'ai encore appris plein de trucs, donc j'en profite. Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Si vous voulez suivre soit en audio, c'est sur Apple Podcast, Spotify, il y a YouTube, et puis la newsletter qui relaie sur tout le podcast avec Substack, Papa. Voilà, vous pouvez vous abonner, envoyer de la force, envoyer des commentaires ou des questions en fait que vous pourriez avoir sur le sujet de la paternité liée au travail, comme l'a dit Sylvain, peut-être à ce truc bizarre où finalement il n'y a plus vraiment de frontières entre les deux. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas. Ou si vous voulez des choses de cet ordre-là, n'hésitez pas. Et puis on se dit au prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao.